Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial sur les mythes de la génétique en musculation. Avant ça, plusieurs news importantes, comme d'habitude, l'instant des vieux où on raconte nos petites anecdotes. On voulait vous dire que ça faisait quelques semaines qu'on était en rupture de stock de Super Vitamine et ça y est, Super Vitamine est de nouveau en stock. Donc notre multivitamine, j'ai envie de dire presque le moins cher du marché étant donné sa qualité, est de nouveau disponible. Donc on a du stock, mais effectivement à la vitesse où ça part, ne tardez pas trop à commander, voire à commander 2 boîtes d'un coup. On essaye de faire au mieux pour gérer ces ruptures de stock, mais c'est toujours compliqué à prévoir. En tout cas, on essaye de s'améliorer en ce sens. Mais voilà, c'est de retour. Et la semaine dernière, on avait également parlé de super biotiques, donc un complément de probiotiques. Et Fabrice me vantait juste avant le podcast que ça avait résolu quelques problèmes chez lui. Oui, donc on a lancé un complément qui s'appelle Superbiotique et donc si vous nous écoutez, vous nous dites mais on est où hein? On est sur Superphysique ou on est sur Au Féminin ou Marie-Claire? Et donc le fait est qu'en général, ce sont les femmes qui prennent des probiotiques pour résoudre des problèmes digestifs. Donc ça va être des ballonnements, des douleurs abdominales, des fois des flatulences pour les moins chanceuses et éventuellement des diarrhées. Et donc en fait, on a eu l'idée de ce supplément parce que c'est vrai que quand on fait de la musculation ou des sports d'endurance, souvent on a besoin d'apports caloriques plus élevés. Alors, du coup, il faut manger plus, donc du riz, des pâtes, de l'avoine, éventuellement de l'avoine en poudre. Et des fois, on a quand même mal au ventre parce qu'on n'arrive pas à digérer toute cette nourriture. Et par contre, si on mange moins, on n'a pas la dose calorique nécessaire et du coup, on maigrit ou on n'est pas performant dans sa pratique sportive. Et donc, du coup, je suis allé voir un des labos avec lequel on travaille, et j'ai discuté avec l'équipe de recherche et je leur ai dit voilà, moi je voudrais faire un complément où il y a des souches de probiotiques qui sont les meilleures en gros pour faciliter la digestion pour ceux qui mangent beaucoup. Bref, ils m'ont proposé une formule à base de 5 souches de probiotiques, un prébiotique et puis un complexe enzymatique. On a tout réuni. Et donc, ça fait le nouveau complément qu'on sort. Donc, normalement, il devrait aider à digérer si vous avez des problèmes digestifs liés à un apport calorique important avec la musculation. Donc, n'hésitez pas à tester. Normalement, ça a un effet assez rapide. Et en bonus, ça améliorera ce qu'on appelle la flore intestinale, donc c'est-à-dire les petites bactéries que vous avez dans l'intestin, puis qui aident à digérer. Et avec la nourriture moderne, spécialement si on n'a pas une grande diversité alimentaire, la diversité de ces bactéries a tendance à diminuer. Et si vous mangez des produits où il y a des probiotiques comme les yaourts, le kéfir, ça aide à l'agrandir, ou alors à prendre un complément comme celui qu'on propose. Voilà pour la présentation, Rudy. Non. Donc en clair, très simplement, si aujourd'hui vous n'arrêtez pas de péter, c'est le supplément qu'il vous faut. C'est à peu près ça. Et donc, je rajouterais même que le combo, attention, un commercial se lance, que si vous avez un gros repas qui se prévoit, qui va arriver, eh bien vous prenez du super mince juste avant pour moins manger, plus des biotiques, et normalement, ça devrait bien se passer après. Vous aurez moins d'effets secondaires. Je voulais rebondir aussi avant d'attaquer sur le fait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous laisser des témoignages sur le podcast, notamment sur l'application podcast sur iTunes. J'ai regardé avant le podcast, vous êtes 291 et je voulais lire un petit témoignage de Trustuscate. Désolé pour la prononciation, parce que ça résume vraiment ce qu'on essaye de faire, donc ça m'a fait assez plaisir. Donc Fabrice ne le connaît pas, je lis. Je vous écoute tous les jours au boulot, je suis carrossier et tous les podcasts me permettent d'y voir plus clair en musculation à chaque fois. Merci à vous. Je suis membre du club Superphysique. Superphysique a redonné un coup de fouet à ma pratique. Eh bien, c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec les podcasts, avec tous nos travaux sur Superphysique, avec le Leadercast, etc. C'est pour tous ceux qui sont perdus, qui en ont marre en fait d'être pris pour des cons, à qui on vend de l'illusion, à qui on vend de l'émotion, et qui veulent de la raison et pratiquer et progresser. C'est ce qu'on essaye de faire en essayant de tout vulgariser et en apportant les bonnes informations. Donc merci pour ce commentaire-là qui va bien dans le sens. Et donc, je vais faire un petit aparté avant d'attaquer. Un petit coup de gueule rapide. Je vais essayer de me contenir et de ne pas être trop méchant. Comme vous le savez,
on organise avec le club Superphysique, donc il y a un projet à part de superphysique.org, clubsuperphysique.org, des tournois, des compétitions pour les pratiquants de musculation sans dopage, donc qui veulent se fixer des objectifs un peu toute l'année, avec 3 dates, 6 épreuves. Chaque concours comporte 2 épreuves à chaque fois, et donc après il y a des qualifications, les meilleurs vont en finale, ce qu'on appelle les Super Physique Games. Si vous connaissez pas et que vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui est directement sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui s'appelle Body Avenir, qui doit s'appeler Super Physique Games, et dedans on met toutes les vidéos en rapport. Et donc il y a la compétition de cette année, donc qui avait lieu cet été, la finale, et puis il y a eu la vidéo de la première compétition qui a eu lieu cette année. Et en fait, je remarque quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on essaye de faire avec ce site-là, à savoir qu'on essaye en fait de créer une sorte d'émulation positive où on va essayer de faire du mieux qu'on peut, chacun à son niveau, tout en s'encourageant ensemble à faire du mieux qu'on peut. Et donc, en ce sens, c'est bienveillant. Voilà, on est dans ce sens-là. Il y a des règles qui sont très précises à suivre, qui sont sur le site. Il suffit d'aller sur règlement et puis on voit comment ça fonctionne. Je fais des vidéos régulièrement, des podcasts où on parle régulièrement des règles, etc. Et dernièrement, donc suite à ce concours-là, j'ai vu un petit coup de gueule. Donc je vais le citer, Jackie, je sais que tu m'écoutes, sur Instagram. Donc moi, je vais le dire clairement, ça me fatigue ces coups de gueule sur les réseaux sociaux concernant un projet qui existe depuis 2014 et même depuis 2012 avec l'ancienne version Superphysique TV, où je passe un temps fou derrière, où Fabrice pourra confirmer que franchement, ça fait des années que je m'acharne dessus, etc. Et ça commence à prendre un petit peu, mais c'est toujours pas autosuffisant, dans le sens où j'injecte personnellement mon propre argent pour que ça puisse fonctionner. Et donc j'ai vu un coup de gueule, et ça m'a rappelé que l'année dernière, il y avait déjà eu un petit coup de gueule de Sebichou, donc un des participants qui avait fait tout un speech parce que j'avais validé une performance que lui n'aurait pas validée d'un participant, qui lui a d'ailleurs mis une raclée ensuite à la finale. Donc il n'y avait pas de quoi faire un foin, donc ça m'avait pas mal énervé. Surtout en en parlant sur les réseaux sociaux et en n'en parlant pas directement avec moi. Et là, cette année, j'ai encore vu la même chose. Donc ce coup-ci, c'est toi, Jackie. Donc je te prends à partie, mais j'ai rien contre toi, mais je préfère te le dire. Et ça vaut pour tout le monde. On est une petite communauté sur le club Superphysique. On est une centaine de participants. On essaye de faire du mieux qu'on peut ensemble. Et moi, j'aime pas être canardé dans le dos. J'aime pas, surtout de la part de mecs qui participent depuis un petit moment, j'aime pas voir des choses négatives sur ce qu'on fait. S'il y a un problème, en fait, comme vous le voyez, je suis facilement joignable. Il suffit de m'envoyer un message. En plus, Jackie, t'es élève de la formation Superphysique. Donc, il y a un forum dessus où tu peux parler, où on parle entre nous, sans aucun souci. Et donc, j'aime pas, en fait, me lever le matin et voir un putain de pavé qui dit, moi, je suis pas d'accord, il y en a qui postent leurs vidéos après, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, en apparence, bah voilà, tout le monde est cool, je suis cool, etc. Mais derrière, il y a un travail d'organisation qui est monstre, en fait. J'ai vu par exemple, voilà, ça gueulait parce que ce coup-ci, certains ont posté leurs vidéos après la date fatidique. Et ce qu'il faut savoir, parce que ça je le dis pas, mais c'est qu'il y a des gens qui m'écrivent avant pour me dire voilà, je pourrais pas poster la vidéo pour le jour J, j'ai ma licence, est-ce que je peux la poster 2-3 jours après? Et voilà, c'est comme ça en fait que ça se passe. Il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas de pareil. Alors là c'est un peu de ma faute aussi et j'attends toujours le dernier jour qu'à la fin du concours pour regarder toutes les vidéos parce que certains postent plusieurs vidéos et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que je regarde plusieurs de leurs vidéos pour choisir laquelle est la bonne, etc. Enfin bon, vous vous rendez bien compte que s'il y a une vidéo de 30 répétitions, 3 fois à regarder du même mec, bon, à un moment, c'est quand même un, un sacré boulot. Donc j'attends la fin. Et donc, effectivement, certains pratiquants ne tendaient pas les bras au développé couché et donc ont dû, je leur ai laissé quelques jours, comme j'avais laissé à ceux qui m'avaient écrit en amont pour pouvoir faire leur performance un peu après, de refaire leur performance, donc c'était avant le vendredi, sachant que la compétition avait fini le samedi soir précédent. Et donc suite à ça, certains s'indignaient, et j'ai vu que plusieurs étaient d'accord donc avec le poste de Jackie, sur le fait que voilà, c'était pas normal, etc. Il faut se rappeler que la musculation, et ce qu'on organise, les concours super, etc., c'est cool tout ça, c'est sympa, c'est bien. Mais c'est pas la vie en fait, c'est juste une partie de votre vie. Que vous soyez qualifié ou pas, et je veux dire carrément, c'est pas très important en fait. Ce qui est important, vraiment, et ce qu'on essaye de transmettre avec ce site, et avec ce que vous avez vu les photos, les vidéos, etc. En fait, c'est plutôt de se prendre en main, d'avoir un objectif, de se battre pour, etc. Et après, en fait, on montre l'exemple ensemble. Et en s'affichant sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça donne comme image en fait?
plutôt que de m'écrire ou de passer par le forum de la formation super physique, etc., ça donne une mauvaise image. C'est-à-dire que les gens qui connaissent pas, comme c'est pour ça que j'en parle là, c'est important. Les gens qui connaissent pas tombent sur ça et se disent mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui est pas très clair, etc. Alors qu'en fait tout est très clair de base. Moi derrière tout est clair pour moi et j'apprécie pas en fait qu'on canarde sur un projet qui me tient à cœur, sur lequel donc ça fait 6 ans que tous les jours j'aurai des vidéos, j'y vais, etc. Et où c'est sérieusement de ma poche. Et encore cette année, ce sera de ma poche. Donc ça m'amuse pas quand je me fais canarder. Et donc la prochaine fois, si quelqu'un est pas d'accord avec quelque chose, et parce qu'il n'a pas toutes les cartes en main, et ben il suffit de m'écrire en fait. Tout simplement, c'est facile de m'écrire, que ce soit sur les réseaux sociaux, encore une fois sur la formation Superphysique, vous êtes membre, si vous êtes élève de la formation, par email, sur le forum Superphysique normal, il y a un forum du club Superphysique quand même. Donc c'est assez simple. Et pas d'utiliser les réseaux sociaux, ou encore une fois, aujourd'hui on a une minorité dans le milieu de la musculation, on essaye de développer les choses, je fais tout pour essayer de développer les choses, et donc en faisant ça sur les réseaux sociaux, en fait, ça limite le développement, et moi ça m'amuse pas, et voilà. Je pense que quelqu'un aurait été à côté de moi et aurait voulu balancer ça, j'aurais mis une petite pichenette, j'aurais dit écoute, c'est bon, tu fais pas les règles, et voilà les règles telles qu'elles sont, un tel m'a dit ça, etc. En fait, je dois pas avoir à justifier, euh, sauf en privé, en fait, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, mais j'ai pas à avoir à justifier en fait tout ça, publiquement ou pas en fait. Il y a des gens qui m'ont écrit en amont, voilà, ça s'est fait comme ça, et après, que tu sois n'importe qui, premier, deuxième, troisième, quatrième, en fait, moi je m'en fous. En fait, ce que je souhaite, c'est que ça te tire vers le haut, c'est tout. Et ça te tire pas vers le bas quand quelqu'un poste 2 jours après parce qu'il m'a demandé la permission et parce qu'il pouvait pas faire autrement, etc. C'est comme ça en fait, ça change rien. Alors certes, voilà, il n'y a pas l'émulation pendant le concours, mais c'est pas grave en fait, c'est pas très grave parce que ça vous l'avez après, vous discutez entre vous, euh, tout le monde se connaît, on a vu avec la vidéo qui est sortie sur YouTube concernant le tournoi qui s'appelait Les yeux dans les games où c'était Victor qui était pris à part le regard de Victor sur la compétition. Mais voilà, on voit que tout le monde se connaît, etc. Et donc, il n'y a pas besoin d'utiliser les réseaux sociaux pour pousser des coups de gueule inutiles qui vont à l'encontre du but recherché. Voilà, Fabrice. Donc, j'avais prévenu que c'était un peu long. Je te laisse la parole. Ah, c'était très bien, Rudy. Donc tout le monde aura compris que Rudy s'est investi beaucoup sur le club super physique. Donc il faut pas trop l'embêter sur le sujet, surtout quand c'est pas vraiment justifié. Et ce qui est important avec le club super physique, c'est que ça aide pour le chemin plutôt que les résultats final. Oui, donc je voulais faire une petite discrétion. Donc j'ai reçu un mail d'une personne qui est un peu étonnée du nombre d'exercices assez importants qu'il y a dans les programmes intermédiaires ou confirmés dans mon livre Musculation avec Alter ou sur le site musculation-alter.fr. Au passage, d'ailleurs, sur le site, il y a un programme pour débutants dont ça fait plusieurs fois que je reçois des mails spontanés de personnes qui disent qu'ils l'ont utilisé et qu'il est extrêmement efficace. Et donc voilà, c'est disponible gratuitement sur le site. Et par rapport au nombre d'exercices, pour les programmes intermédiaires et confirmés, il est vrai qu'il y a des exercices pour les avant-bras, pour les mollets, et même dans mon livre Musculation Alter, je mets un exercice pour le cou. Et donc je vais expliquer rapidement pourquoi. On avait déjà fait un podcast sur le nombre d'exercices à faire en musculation et on avait justifié par des considérations anatomiques qu'il y avait certains groupes musculaires qui nécessitaient plusieurs exercices, soit parce que le muscle était un muscle dit à angle, ou soit parce que il y avait la relation tension-longueur qui faisait que certains exercices comme le curl incliné optimisaient le travail d'un chef ou d'un muscle. Et au-delà de ces considérations anatomiques, il y a des facteurs plus intuitifs qui peuvent justifier le fait de faire plusieurs exercices supplémentaires. Et par exemple, il y en a un qui est naturel, c'est la congestion. En général, si vous faites 2 exercices d'affilée et que vous avez la même congestion à la fin des 2 exercices, c'est très probablement que les 2 exercices sont assez similaires. Et à contrario, si vous faites 2 exercices et que vous voyez que votre congestion a augmenté, qu'elle est différente d'avec qu'un seul, il y a de grandes chances que le deuxième exercice ait travaillé une zone un petit peu différente. Et typiquement, dans le cas des avant-bras, la plupart des gens ne travaillent pas les avant-bras de manière spécifique en musculation parce qu'on dit qu'ils travaillent assez en isométrie dans les exercices pour le dos ou pour les biceps. Seulement, si jamais vous testez, vous faites votre séance dos ou votre séance biceps, à la fin de votre séance, vous rajoutez des curls poignets et des curls poignets inversés, éventuellement avec une bobine d'Andrieux. Une bobine d'Andrieux, c'est un petit accessoire qu'on trouve maintenant sur Amazon hyper facilement, ça coûte 15 euros, même peut-être 10. En gros, il s'agit d'enrouler une corde autour d'un support,
Et ça travaille les avant-bras, c'est assez rigolo à faire. Ça prend pas très longtemps. Et bref, si vous faites cet exercice, eh ben vous verrez que vous allez avoir l'avant-bras qui va vraiment fortement congestionner. Ce qui est bien la preuve qu'en fait, il y a une stimulation supplémentaire que vous n'aviez pas eu juste en entraînant le biceps ou le dos, et donc que les avant-bras peuvent bénéficier d'un travail supplémentaire spécifique. Et une deuxième preuve, c'est que si vous les travaillez de manière spécifique, bah, vous verrez que vous aurez des courbatures aux avant-bras, si vous faites ça sérieusement, alors que c'est assez rare d'avoir des courbatures juste en faisant les biceps ou le dos. Au niveau du cou, je me suis aperçu que quand on faisait beaucoup d'ordinateurs, on avait souvent la tête en avant, on avait mal à la nuque, tout ça. Et donc pour éviter cela, il y a l'immobilisation articulaire qu'on fait en début de séance, qui inclut divers exercices pour le cou. Et je me suis aperçu aussi qu'en rajoutant un travail pour le cou de manière isométrique en fin de séance, pour faire simple, vous vous allongez sur un banc de muscu et vous laissez votre tête dépasser dans le vide. Vous tenez cette position pendant 2 minutes, un peu comme un gainage abdominal, et ben vous verrez, ça renforce la musculature du cou, même si c'est pas visible, et en fait vous verrez que ça fait du bien et que vous avez une meilleure posture, que c'est mieux pour le cou. Et pour les mollets, c'est pareil, ils sont souvent négligés parce que c'est des muscles qui sont difficiles à faire grossir selon votre génétique. Mais bah, vous verrez que si vous faites un travail pour les mollets, des extensions debout et même des extensions assis à la fin de votre séance cuisse, et ben vous verrez le mollet il congestionne. Et même avec des extensions assis, je parle pas de faire 50 séries parce que c'est pas un exercice non plus hyper utile. Si vous faites juste 2 séries, et ben vous verrez que le mollet congestionne plus que si vous faites que des extensions debout. Donc c'est bien qu'il y a un petit travail supplémentaire qui se fait. Et un autre argument qui justifie pour moi l'ajout de ce type d'exercice, c'est que les articulations, donc on fait des mobilisations articulaires en début de séance pour qu'elles soient échauffées et éviter de se blesser. Mais chaque fois qu'on mobilise une articulation, donc il y a du liquide synovien qui va dans l'articulation, il sert à la lubrifier, et en même temps il apporte des nutriments, on va dire, à l'articulation, et il la nettoie. Et donc, c'est pour ça que tous les jours, idéalement, il faudrait que toutes nos articulations soient mobilisées pour qu'il y ait ce fameux liquide qui vienne et puis qui fasse le travail de nettoyage et d'approvisionnement en bonnes substances. Si vous voulez, les mobilisations articulaires, on peut voir ça comme le fait de se brosser les dents, mais pour les articulations. Et donc, du coup, une manière de faire ces mobilisations articulaires, eh ben, c'est de rajouter des petits exercices annexes à la séance, et notamment par exemple le curl poignet ou les extensions de poignet, eh ben, c'est une manière de mobiliser les poignets et en même temps de renforcer les avant-bras. Et vous verrez donc que si vous rajoutez ce type d'exercice, il est possible qu'après vous vous sentiez plus fort au niveau des biceps, parce qu'en fait, finalement, les avant-bras, vous les travailliez pas autant que ça, et de faire ce travail spécifique, et ben ça va améliorer vos performances à d'autres exercices. C'est un peu la même chose si vous n'aviez pas l'habitude d'entraîner les triceps, parce que vous suiviez les recommandations mauvaises de Stuart McRobert ou d'Arthur Jones qui dit qu'il n'y a pas besoin d'entraîner les triceps de manière spécifique parce qu'ils travaillent suffisamment au développé ou au développé militaire, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais si jamais vous vous mettez à travailler les triceps de manière spécifique, eh bien vous verrez que ça se trouve, votre développé couché, il va progresser parce qu'en fait, voilà, vous ciblez une zone qui n'était pas potentialisée et ça vous rajoute facilement un potentiel. Et donc, voilà l'explication de pourquoi il y a pas mal d'exercices annexes, entre guillemets, qui sont inclus dans les programmes du livre Musculation avec Halter. Et j'en ai un autre, par exemple, c'est les crunchs inversés. Donc, pour les abdominaux, souvent, on a tendance à se concentrer sur les crunchs, donc, où on rapproche le sternum, où on courbe la colonne vertébrale en rapprochant le sternum du pelvis, et avec du gainage. Mais je me suis aperçu que si vous avez une tendance à être très cambré, eh ben, rajoutez des crunchs inversés, donc où cette fois-ci la colonne vertébrale elle s'enroule avec le pubis qui se rapproche du sternum, eh ben, ça fait quelque chose de différent et ça fait du bien au bas du dos et en même temps ça renforce les abdominaux d'une manière un peu différente. Et enfin, j'ai un dernier argument pour ces histoires d'exercices. C'est que par exemple, oui, je sais, c'est un peu long, Rudy. Non, mais tu donnes plein de trucs, mais non, c'est intéressant. Et en fait, on peut justifier des fois l'ajout d'un exercice, donc en dehors de la congestion, du fait de la mobilisation articulaire, on peut le justifier aussi au niveau de la perte de force. C'est par exemple, si tu enchaînes 2 exercices et que tu vois que tu perds pas de force entre les deux, c'est bien que c'était 2 exercices qui travaillaient le muscle de manière un peu différente. Et bah, par exemple, pour les abdominaux, vous verrez que si vous faites des crunchs
et un peu plus tard vous faites des crunchs inversés, et ben le fait de faire des crunchs en fait vous pénalise pas trop en termes de force pour les crunchs inversés. Donc ça semble dire que c'est bien deux exercices qui se complètent. Et avec les avant-bras, donc j'ai fait le test, hein, j'ai une petite bobine d'Andrieux, donc tu peux l'enrouler dans les deux sens. Hein. Il y a un sens qui travaille les extenseurs du poignet et il y a un sens qui travaille les fléchisseurs du poignet. Et ben en fait, tu t'aperçois que si tu enroules dans un sens, tu as encore de la force pour enrouler dans l'autre sens. En gros, ça montre bien qu'entre les fléchisseurs et les extenseurs, il y a quand même une différence et il faut faire un travail spécifique pour les deux si tu veux tout potentialiser. Alors évidemment, c'est moins visible que faire des gros exercices, tu vois, ça va pas te développer la musculature autant que des exercices entre guillemets plus productifs, mais ça complète, ça t'évite d'avoir des points faibles, ça mobilise les articulations et du coup, t'es plus en forme entre guillemets et t'es, comment dire, je pense que tu as moins de chances de te blesser parce que du coup, tu limites le nombre de points faibles que tu as. L'inconvénient, par contre, c'est qu'effectivement, ça finit par allonger la durée des séances parce que ça fait des tas de petites choses qu'on rajoute. Voilà, le travail du cou, le travail des avant-bras, le travail des mollets, le travail des abdos du bas. Mais je pense que c'est mieux. Donc voilà l'explication de pourquoi les programmes sont assez chargés. Non, mais t'as donné plein d'explications qu'on pourrait développer dans un prochain podcast, notamment sur la musculation du cou. Ça m'a donné l'idée de faire un article. J'avais noté à l'époque que j'avais pas encore fait, donc je le ferai. Parce que c'est effectivement, il faut d'abord le travailler en gainage. C'est un peu comme la ceinture abdominale au départ, où on cherche d'abord à stabiliser avant de mobiliser. Et si on n'a pas la stabilité suffisante, mobiliser sans avoir cette stabilité, bah, ça devient très dangereux, surtout au niveau des cervicales. Enfin bon, t'as donné plein d'informations, donc on va attaquer notre sujet si on n'attaquera jamais. Mais en tout cas, c'était très très intéressant, et je pense que beaucoup de nos auditeurs ont dû apprendre ou avoir des pistes pour adapter leur entraînement, parce qu'encore une fois, on est seulement le reflet de nos habitudes, et que si on mobilise pas une articulation, si on n'entraîne pas quelque chose, bah c'est normal qu'on perde. J'ai vu sur un forum, ça me fait penser, la fois que quelqu'un s'étonnait de perdre du muscle s'il s'entraînait pas. Il pensait qu'une fois qu'on avait construit du muscle, ça restait. Bah non, ça ne reste pas. Et c'est pareil pour tout. Si comment dire, vous êtes tout le temps devant l'ordinateur, ça m'a fait penser à mon cas, vous avez la tête qui penche en avant, etc., vous allez avoir mal au cou, et donc forcément, vous n'allez plus arriver à pouvoir bouger le cou normalement, et c'est pour ça qu'il faudra le travailler. Et en ce sens, bah voilà que les petits exercices que Fabrice a mis sont à considérer comme, d'une part, de la mobilisation active, et d'autre part, comme du renforcement musculaire. Donc, on y gagne, c'est un 2 en 1 important. Et je rebondis encore une fois sur un autre truc, sur le repos. Souvent on nous dit voilà, reposez-vous, etc. quand on fait un effort. Ok, mais il faut tout de même se mobiliser tous les jours. Moi personnellement, j'ai une petite routine de mobilité que j'ai mis sur la formation super physique, que je fais tous les jours, parfois 2 fois par jour, quand vraiment je suis très très longtemps assis à l'ordinateur et que je m'entraîne peut-être pas ou que je fais que du kayak où je suis assis. Et c'est important parce que sinon, on perd des aptitudes à pouvoir réaliser certains gestes. On n'arrive plus à réaliser certains gestes, et donc c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Et d'où donc les petits exercices qu'on retrouve dans le livre Musculation avec Halter, que je mettrai comme d'habitude en note de l'épisode. Mais Donc, vas-y, attends, juste un truc. Sur le repos, là, quand on dit qu'il faut se reposer, ça va être à l'époque où tout le monde était bûcheron, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont pas un problème de repos, hein, ils ont surtout un problème d'être trop souvent assis toute la journée. Et à la limite, en fait, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on est obligé de faire des tas d'exercices de mobilité, en plus de la musculation classique. C'est parce qu'on est 12 heures par jour assis sur une chaise. Et au final, se dire qu'on peut même compenser les effets de 12 heures par jour assis sur une chaise en faisant une routine de 15 minutes de mobilisation articulaire tous les jours, on pourrait presque dire c'est merveilleux. C'est sûr que la routine, la mobilisation articulaire, ça s'ajoute à la muscu, ça s'ajoute à d'autres trucs, puis à la fin on se dit mais putain, il faut que je fasse des tonnes de choses pour être en forme. Mais oui, parce qu'avant, on prenait pas la voiture, ou on la prenait moins, donc on allait au boulot en marchant. Maintenant, on fait plus cette marche, donc du coup, t'es obligé de rajouter un travail cardiovasculaire pour compenser la marche que tu fais plus. T'es assis toute la journée, bah t'es obligé de faire de la mobilité des épaules pour compenser une mobilité que tu travailles pas, alors que quand tu bosses en plein air et que tu fais entre guillemets des, des mouvements liés à ton travail, voilà, t'es c'est jardinier jardinier, tu quoi. bouges un peu, bon bah t'as peut-être pas besoin de faire autant de mobilisation articulaire que si t'es assis derrière une chaise. Et le problème c'est que nous maintenant on est assis tout le temps en fait. Et quand t'es pas assis, t'es couché, t'es sur ton canapé, t'es machin. Et même moi en fait, qui suis pas un athlète professionnel, je passe souvent du temps derrière l'ordinateur. Et ben je vois bien que les journées où je passe beaucoup de temps, je suis pas bien. Et donc il faut compenser par ce travail. Et donc, j'ai raconté une anecdote. Là, un coup, j'étais au Puy du Fou, là,
un espèce de parc d'attractions où tu vois des scènes un peu réelles, qui est assez bien. Et dans la queue, il y avait plein de gens et il y avait beaucoup de queues. Et donc, du coup, ça laisse le temps de regarder un peu les gens. Et j'ai regardé, mais bon sang, ils avaient tous, presque tous, la tête en avant, à moitié syphosée, les épaules basses, etc., quel que soit l'âge, quoi. Qu'ils aient 60 ans ou même à 18 ans, ils ont déjà cette tête en avant comme une tortue. Et tu te dis, mais bon sang, mais c'est dingue, quoi. Et donc, tout ça pour dire que on n'a pas le choix. On est assis toute la journée, on est trop sédentaire, donc il faut faire des tas d'exercices pour compenser. C'est la règle, en fait. Et dans le temps, il n'y avait pas besoin de faire tous ces exercices. Maintenant, il y a besoin. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Je rebondis encore, Fabrice. J'aime bien rebondir. Euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement là dernièrement j'ai fait des photos. Donc je donne une anecdote aussi. Et normalement tu regardes l'objectif, tu fais des regards, tu fais des trucs. Enfin bon, c'est tout un art si on va dire entre guillemets. Et en fait il y a beaucoup de photos où j'avais la tête baissée. Et en fait je me suis dit putain mais c'est l'ordinateur parce que comme j'écris beaucoup depuis ça fait un an là je me suis remis vraiment à beaucoup écrire. Je lis beaucoup même les livres etc. J'ai toujours la tête baissée. Puis comme je suis grand en plus, je suis toujours en train de regarder les gens un peu de haut. Et je me suis dit, putain, j'ai tout le temps la tête baissée. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, on devient vraiment le reflet de ses habitudes. Et donc, ça veut dire que malheureusement, j'ai enlevé pas mal de photos qui auraient pu être bien parce que j'avais la tête baissée. Et je me disais, putain, merde, j'ai tout le temps la tête baissée. Et tout ça pour dire, voilà, on est vraiment le reflet de ses habitudes. Et j'ai remarqué aussi autre chose. Tu disais, voilà, on est souvent assis, sinon on est allongé, etc. Et j'ai remarqué qu'en fait, c'était une sorte d'engrenage. Je sais pas si vous avez déjà lu des livres qui disent qu'il faut faire son lit le matin quand on se lève, dans le sens où quand on se lève, il faut tout de suite être actif, faire quelque chose de productif. Et j'ai remarqué que lorsque on était assis toute la journée ou allongé, etc. Et ben en fait, en plus, ça nous rendait feignants par rapport au fait de faire ces mobilisations ou de bouger ou de faire quelque chose. C'est comme si en fait, le fait de ne rien faire amenait de plus en plus à ne rien faire, alors que le fait d'être actif amenait à être de plus en plus actif. Je prends un exemple encore. Euh, Là, il commence à faire froid, et si vous avez écouté les anciens podcasts, vous savez que normalement, je fais pas mal de kayak, entre 3 et 4 séances par semaine sur le lac d'Annecy ou avec Belette, pour éviter les vagues. Et donc là, voilà, maintenant qu'il fait froid, il faut dire que la motivation est un peu tombée, c'est un peu compliqué. Et donc, jusqu'à encore 3 semaines, on faisait une séance sur le lac avec un de mes potes, Bernard. Bernard, je sais que tu nous écoutes. Tous les dimanches, on allait sur le lac d'Annecy, et puis on faisait de la machine à pagayer. On a un ergomètre qu'on appelle au Super Six Gym, donc la salle que j'ai sur Annecy. Donc on faisait ça 2 fois par semaine l'ergomètre et on allait le dimanche là-bas. Et donc en fait ça veut dire que j'avais pas un seul jour de repos et donc que tous les jours en fait j'avais quelque chose de très précis à une heure précise. Normalement quand je fais de la muscu par exemple voilà à 11 heures j'ai entraînement. Donc quand je me lève voilà faut que je me lève à 7 heures pour faire ça pour être prêt pour être à la salle à 11 heures pour faire ça etc. Donc ça m'oblige en fait à être actif, à être productif à mes yeux. Et donc là maintenant qu'il fait froid pour revenir à ce que je disais, le dimanche, on va plus sur le lac. Et donc, comme je fais déjà 2 séances d'ergomètre, je dis bon, je vais prendre le dimanche comme jour de repos. Et donc là, ce dimanche-là, c'était la première fois que je faisais un jour un peu où je faisais rien, entre guillemets, pas d'activité physique. Et en fait, ça a été hyper dur pour moi parce que j'avais l'impression de rien faire en fait. J'avais pas cette dépense, j'avais pas ce rythme qui était imposé par une activité. Et donc, j'ai quand même réussi finalement à mobiliser 2 fois, à faire un peu de terragun, d'automassage, etc., à aller marcher et tout. Mais j'ai dû me forcer, alors que habituellement, en fait, ça aurait été comme intégré dans ma routine. Ça n'aurait pas été forcé comme là. Et là, j'ai vraiment dû lutter contre ce truc-là, ce qui me fait dire, et peut-être que vous confirmerez, que moins on en fait et moins on en fait. Et qu'à la fin, on peut peut-être même en arriver à se dire ah, faut se lever du canapé. Oh bah non, je reste allongé sur le canapé, c'est pas grave. Ouais, après la puissance des habitudes. Mais c'est aussi pour ça que moi je préfère m'entraîner tout début très tôt le matin. Mais bon, ça j'ai la chance de pouvoir le faire parce que je travaille depuis chez moi. Donc c'est plus facile que quand il faut se lever à 5 heures du mat parce qu'il faut aller au travail. Et en fait, comme ça, le truc est fait, puis ça dynamise la journée. Alors que quand toute la journée t'es assis et qu'après il faut s'entraîner le soir, donc comme j'ai fait pendant des années, faut reconnaître que au niveau de la motivation, c'est pas évident. Si tu passes de 12 heures assis à faire du squat ou des exercices de muscu, c'est pas évident. Mais bon, faut mieux ça que rien. Alors sur ce, ouais. Ah ouais, non, mais de toute façon, je rebondis encore et après on attaque. Désolé mais je sais que ça vous plaît toutes ces anecdotes de vieux. Et c'est pour dire que voilà, plus on reste inactif et plus ensuite il faut s'échauffer en fait pour pouvoir faire ces mouvements. Sinon, si on arrive à froid attaque après 12 heures à être assis,
forcément à un moment, on va se niquer quoi. Donc c'est important de encore une fois personnaliser ce qu'on fait par rapport à soi et de il y a des généralités et il y a la spécialité si on peut dire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce blabla. Je sais que vous adorez, mais maintenant on va venir au sujet du jour. Avant toute chose, en préambule de ce podcast, on vous invite à écouter le podcast qui s'appelait la génétique en musculation. On avait déjà parlé un petit peu longuement, et le podcast sur l'analyse morpho-anatomique. On va y revenir un peu dans ce podcast, mais on va essayer de pas trop s'y attarder vu qu'on les a déjà traités longuement. On veut surtout vous parler des mythes en musculation parce que on vient de remettre au goût du jour, c'est-à-dire qu'on vient de réécrire en grosse partie notre article phare génétique et musculation sur Superphysique.org que je mettrai en premier lien sous le podcast. Et donc, ça nous a rappelé des mythes qu'on avait subis à nos débuts et même pendant plusieurs années jusqu'à temps qu'on prenne conscience que ça n'existait pas. Et donc, on s'est dit que ce serait peut-être marrant d'en reparler avec vous sous couvert d'anecdotes bien particulières. Alors, le premier de ces mythes concerne ce qu'on appelle les morphotypes en musculation. Je ne sais pas si vous connaissez les morphotypes, mais sans doute que oui. C'est tout ce qu'on appelle l'ectomorphe, l'endomorphe, le mésomorphe. En fait, ça vient d'un psychologue américain du nom de William Sheldon, qui, après diverses études d'observation, a essayé de catégoriser les individus en 3 catégories bien distinctes. Un peu comme j'ai essayé de faire avec l'analyse morpho-anatomique dans le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique, avec les sauterelles, les dinosaures et les gorilles. Et donc, il s'est dit, voilà, en fait, on peut classer les gens physiquement, psychologiquement, dans des cases, euh, dans des cases. Et il y a eu une sorte de petit problème, je pense, qui est ce que fait en général l'être humain et ce qu'on fait également, c'est qu'on a pris ces morphotypes, en fait, comme des vérités absolues, dans le sens où on était soit l'un, soit l'autre, mais qu'on pouvait pas être un mélange des deux. Et en fait, en cherchant sur le sujet, ça me rappelle, la première fois que j'avais lu ça, c'était dans le tome 9, je crois, du guide pratique du bodybuilding de Jean Texier. On en parle souvent, mais c'est vraiment des ouvrages collector, il y a vraiment des super informations dedans. Et en fait, c'était pas du tout ça l'idée de Sheldon, c'était de dire, voilà, il y a ça, mais en fait, il donnait des notes, en fait, en fonction d'un questionnaire, et il disait, voilà, vous êtes par exemple ectomorphe à 4 sur 10, vous êtes endomorphe à 3 sur 10, et mésomorphe à 3 sur 10, je dis un truc à la con, hein, mais pour bien imaginer le truc. Et en fait, vous n'êtes pas vraiment ectomorphe, endomorphe et mésomorphe. Par exemple, Fabrice, si on prend la définition de base des 3 morphotypes, un ectomorphe, qu'est-ce que c'est? Alors, l'ectomorphe, donc c'est quelqu'un qui est plutôt longiligne, qui a un métabolisme rapide, donc qui a du mal à prendre du gras même s'il mange beaucoup, donc du gras et aussi du muscle. L'endomorphe, c'est l'inverse, c'est celui qui a un métabolisme lent, qui a des facilités à prendre du gras et qui est plutôt trapu. Et le mésomorphe, donc bah, lui c'est le style très athlétique, donc qui prend facilement du muscle et pas trop de gras. Et je crois qu'aussi au niveau psychologique, donc lui, il avait dit que je crois que le type longiligne était un peu plus cérébral, le type mésomorphe était un peu plus dans l'action, et l'endomorphe était un peu plus indolent, je crois. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, tout ce truc-là, je crois que c'est complètement bidon, en fait. Hein. Ça n'a pas été validé du tout par la communauté scientifique. C'est comme alors, je sais plus comment ça s'appelle, où on essaye d'extrapoler tes qualités intellectuelles en fonction de la morphologie de ton visage. Donc, par exemple, si tu as une grosse mâchoire, c'est que tu es plus dans l'action. Si tu as un gros front et une petite mâchoire, c'est que tu es plus cérébral. En fait, tous ces trucs-là, c'est complètement bidon. Hein. C'est marrant que ça se soit répandu comme ça dans la musculation. Et donc, ouais, moi, je serais plutôt ectomorphe avec peut-être un peu mésomorphe parce que je suis large d'épaule. Voilà. Et bien avec l'âge, je prends de plus en plus facilement du ventre, alors je deviens endomorphe. Non mais en fait, je sais Ouais, mais bon, pas, je sais et par pas. rapport à ton visage, qu'est-ce que tu es? Il n'y a pas un truc par rapport aussi à la taille des pieds ou la taille des doigts ou... Tu sais, il y avait un truc comme ça sur la testostérone, je me souviens. Donc j'ai plus le truc en tête, mais par rapport à la longueur des doigts, il disait que s'il y avait un doigt qui était vachement plus long que l'autre ou pas, et ben t'avais plus ou moins de testostérone. Donc ça fait longtemps que j'avais. Eh oui, mais j'ai vu la même chose pour la mâchoire, figure-toi. En fait, que si tu as une mâchoire bien large, tu es censé avoir un taux de testostérone plus élevé. En fait, je pense que si ces trucs, ectomorphes, endomorphes, mésomorphes, ça a tracé l'histoire, puis ça a un peu appris, ça a pris en termes
de mythe, c'est parce intuitivement on devine il ressemble y avoir un fond de vérité. Par exemple, on voit bien qu'il y a des gens qui sont plutôt qui ont tendance à avoir de l'appétit puis à prendre du gras. Donc souvent on cite l'exemple de Kowok dans plein de podcasts parce il est typique du type qui est fort, trapu puis qui prend du gras facilement. Et puis voilà, il y a d'autres types qui sont extrêmement longiligne et puis quoi qu'ils fassent, effectivement, ils n'arrivent pas à prendre de gras et ils ont des difficultés à prendre du muscle. Donc il y a intuitivement, on devine qu'il y a un peu de ça, mais en pratique, ça fonctionne pas du tout parce que personne n'est de chacun des types et de toute façon, ces types-là, ils sont pas bien en fait. C'est pas sur ça qu'il faut se baser, c'est sur d'autres critères qu'on verra après. Mais en gros, tous ces malins, faut les oublier. Ah non, mais il faut les oublier parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'est vraiment relié, quoi. On peut, et naturellement, déjà, on met les choses au clair, sans dopage, personne ne prend du muscle vraiment facilement. Alors ouais, il y a une personne sur 100, de mon expérience, encore une fois, qui est coaché, voilà, des milliers de personnes en 10 ans, et je suis très très rarement tombé sur des mecs très doués. Alors j'en ai eu, hein, mais la plupart du temps, c'était difficile de prendre du muscle, c'était pas facile de perdre du gras, c'était pas facile de progresser, et c'est d'ailleurs pour ça que vous nous écoutez aujourd'hui aussi, c'est parce que c'est pas facile, sinon vous seriez pas là. Euh, Autre chose, voilà, en fait, rien n'est relié. Nos habitudes, notre éducation influencent énormément notre psychologie et notre développement musculaire. On a déjà parlé des antécédents sportifs. Euh, L'éducation, bah, j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi ça détermine notre caractère. Si vous avez été dans une famille qui a tout le temps fait des gros repas, vous êtes toujours resservi, etc. La gourmandise, j'en parlais dans un leadercast il y a quelques temps. Bah, effectivement, vous allez être plus gros, vous allez prendre du gras plus facilement. Bah ouais, parce que vous mangez beaucoup plus que celui qui a été élevé et dans une famille où il y avait du mal à joindre les deux bouts financièrement, il y avait du mal à manger suffisamment en quantité, etc. Forcément. Et pareil, si vous avez fait beaucoup de sport, bah vous aurez plus de facilité à prendre du muscle. À l'inverse de celui qui a rien fait, le syndrome canapé dont on parlait tout à l'heure. En fait, l'endomorphe, j'ai envie de dire, et c'est pour ça qu'on avait fait un podcast sur le skinny fat, ça me rappelle ça. Le skinny fat, c'est l'ectomorphe endomorphe, quoi. C'est un peu ça. Et donc, en fait, avec le recul, voilà, il y a ça, il y a ces catégories-là, voilà, faut les avoir en tête. C'est comme sur la morphoanatomie avec mes différents types. En fait, c'est juste des tendances. Et pareil, pour avoir fait plein d'analyses, etc., je tombe pas souvent sur des gens qui sont parfaitement sauterelles ou parfaitement dinosaures. Il y en a. Mais des fois, c'est compliqué. Ça me rappelle une analyse que j'ai fait il y a 2-3 semaines. Parce que je le propose ça sur mon site. Et putain, je vois ça, je dis putain, c'était hyper compliqué d'analyser la personne. C'est la première fois pour moi que c'était aussi dur parce qu'il avait vraiment plein de caractéristiques qui, en théorie de tout ce que j'avais vu, n'allaient pas spécialement ensemble. C'est pour ça que dès qu'il y a une généralité, en fait, quelle qu'elle soit, ça peut être un indicateur au départ, si on arrive, voilà. Mais à terme, il faudra sortir de ces généralités pour vraiment aller dans la personnalisation parce que voilà, la vitesse du métabolisme, la facilité à prendre du muscle, etc. On peut être doué pour un muscle, pas doué pour un autre muscle. Euh, je me souviens, j'étais passé dans le livre de Julien qui s'appelait Nutrition de la force et justement il parlait de ces morphotypes-là et il a mis une photo de moi. Dans l'article, on a mis la vidéo de mon évolution sur 10 ans et il a mis une photo de moi à mes débuts et genre 10 ans après et il marquait d'ectomorphe à mésomorphe. Et comme le disait Fabrice, bah ouais, en fait, avec le temps, on pourrait dire ah bah ouais, bah ils sont plus du tout, il a changé de morphotype. Et en fait, pas du tout, pas du tout, parce que ces morphotypes-là, en fait, toutes ces catégorisations, en fait, sont vraiment trop générales pour nous catégoriser, nous dire voilà comment vous devez faire, voilà comment vous devez pas faire. Tu citais les gens qui sont ectomorphes et qui malgré tout n'arrivent pas à grossir, etc. Bah c'est pas vrai. En fait, moi tu me donnes n'importe qui, je lui fais une bonne diète, je vois ses habitudes, etc. Je vais trouver ce qu'il lui faut. Je vais dire voilà, on fait ça, quelques semaines de réglage et c'est parti. En fait, il va grossir et il va même prendre du gras si ça va trop vite. Donc souvent les gens qui disent qu'ils ont du mal à grossir, c'est les gens qui disent ah ouais moi je mange beaucoup, puis quand on regarde en fait ils mangent une demi pizza. Voilà. Alors que moi si je mange des pizzas j'en prends deux. Donc bon ça m'arrive pas souvent mais Fabrice lui ça doit lui arriver plus souvent je pense. Mais Toi, on sait que tu fais des cheat meals à base de 300 grammes de saumon, Rudy. On connaît tes cheat meals. eh bah Non, mais je disais que les ectomorphes, ils avaient du mal à grossir. C'est parce que dans le morphotype, ils sont censés avoir un métabolisme rapide et donc ils ont un besoin calorique plus élevé pour grossir que le mésomorphe. En tout cas, c'est comme ça que c'est classé au début. Mais bon, encore une fois, pour moi, je suis plus direct que toi, Rudy, sur ce sujet. Pour moi, les trois morphotypes, là, c'est de la grosse connerie. C'est même pas une histoire de c'est trop général ou quelque chose. C'est simplement, c'est de la connerie. Ça ne repose sur rien, en fait. Ça repose sur rien. et donc bah, et je voulais rebondir parce que maintenant je fais des écarts qui sont plus des écarts. Je vais au vietnamien.
J'ai une nouvelle cantine, donc à Annecy, ça s'appelle May Restaurant. S'il y en a qui sont sur Annecy qui veulent aller tester. Euh, c'est en fait c'est encore mieux que le saumon 300 grammes parce que d'ailleurs on est mercredi, tous les mercredis j'achète du saumon après l'ergomètre au kayak que je vais aller faire cet après-midi, comme j'en parlais tout à l'heure. Ça va être mon activité qui rythme ma journée en partie. Et donc j'ai mes restaurants et c'est marrant parce que je dis écart, ça me fait sourire parce qu'en fait c'est des trucs qui sont cuits, il y a aucun gras, c'est des bouillons, des soupes, c'est vraiment pas gras du tout. Donc en fait je crois que chaque plat c'est marqué en plus genre 350 calories ou tu vois donc voilà les écarts que je fais en ce moment. Donc après ce premier mythe, le deuxième mythe, euh, c'est que on a souvent entendu et on en a parlé dans différents podcasts, notamment avec notre article musculation, mensuration sans dopage, c'est que la grosseur des os ferait tout. En fait, on a longtemps pensé que bah voilà la taille des os, en se basant sur le tour de poignet et de cheville, même avec les calculateurs sur le site, bah voilà ça pouvait déterminer le potentiel qu'on pouvait avoir. Et en ce sens, ça pouvait décourager si on avait vraiment des os très très fins, ça pouvait décourager même à commencer la musculation et à se dire bah voilà ça sert à rien que je force parce que je serai jamais balèze, etc. Et en fait, on s'est aperçu au fil des années, plutôt que de vouloir se trouver des excuses, qu'en fait, bah, ça n'avait rien à voir, encore une fois, avec le potentiel musculaire, le potentiel de développement musculaire, parce que qui dépend d'autres facteurs. Certes, un os plus gros, ça signifie qu'à masse musculaire égale, on aura une mensuration plus importante, mais ça ne signifie pas qu'on sera plus musclé, qu'on aura plus de facilité à prendre du muscle. Euh, et à ce sujet, bah, je prends souvent cet exemple-là. Personnellement, bah voilà, j'ai des chevilles assez fines. Je fais 21,5 de tour de cheville. Fabrice nous dira après combien il fait. Et suivant les calculateurs du site, bah en fait, je pourrais atteindre que j'ai plus telle mensuration au niveau du tour de cuisse. Et en fait, bah, ça fait bien longtemps que je suis au-dessus en fait. Et pareil pour le tour de poignet par rapport au tour de bras. Donc c'est juste, encore une fois, à prendre peut-être comme des indicateurs, mais c'est des indicateurs peu fiables. Comme les morphotypes, en fait, c'est vraiment des choses. C'est un peu du vent tout ça et ça n'a rien, ça ne détermine pas, en tout cas, votre potentiel réel de développement musculaire. Toi, t'as combien de tours de cheville, Fabrice? Je crois Ouais, que t'as moi, des je gros dois tours de avoir cheville. 24,5 et en poignée 17 ou quelque chose comme ça. Mais d'ailleurs, oui, c'est moi qui dois présenter des excuses parce qu'en fait, j'ai contribué à propager ce mythe-là justement avec cette page mensuration idéale qui en plus existait sous une autre forme depuis, je sais plus, l'an 2000. Et effectivement, en fait, c'est une grosse connerie, hein, disons-le. Ce qui s'était passé, c'est qu'on pouvait penser que c'était juste parce que les formules-là, elles marchaient pour prédire les mensurations des Mister Olympia, des Mister America des années 40. Et en fait, on voyait que plus ils avaient un tour de poignet élevé, plus ils avaient un tour de bras élevé, et pareil pour la cheville. Mais en fait, c'est parce que ces gens-là, ils étaient tous doués pour la muscu, ils avaient tous des gros muscles. Donc en fait, la différence, elle s'expliquait juste parce que comme l'os était plus gros, la mensuration finale était plus grosse parce qu'ils avaient entre guillemets tous la même masse musculaire potentialisée à son maximum. Donc du coup, ça donnait du crédit à ces formules qu'elles ne méritaient pas. En fait, ça ne prédit rien du tout ces machins-là. Tout au plus, on peut dire que quand on a des gros os, on a peut-être moins de chances de se blesser. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Sinon, ça n'a aucun rapport avec la potentialité en muscu. Aucun. Et d'ailleurs, ouais, D'ailleurs, bah, vas-y, limite vas-y. presque, je devrais l'enlever cette page-là du site parce elle a induit en erreur en fait. Ça. Mais bon, voilà. Non, mais il y avait un bon exemple, un culturiste professionnel qui avait des os très fins, c'était Flex Wheeler, dont on a parlé, Ken Flex Wheeler, qu'on a parlé dans le podcast sur Ronnie Coleman, qui lui avait les os très très fins. On voyait qu'il avait des ossature vraiment, des ossature très très fines, les poignets, les chevilles, et ça l'a pas empêché d'avoir une masse musculaire hyper impressionnante. Bon, après, il était hyper doué, archidopé, etc. Mais c'est un bon contre-exemple du fait qu'il ne faut donc pas tenir compte trop de la taille de ses os pour déterminer son potentiel musculaire. Ça n'a pas grand-chose à voir. Également, un troisième mythe, on a recensé trois mythes qui sont vraiment pour nous les plus importants, c'est que ce serait plus facile si on est petit en musculation. On avait fait un article il y a quelques années, il y a peut-être 2-3 ans sur le site, qui s'appelait Est-ce plus facile quand on est petit en musculation? Et en fait, c'est pas une question de taille relative. Je vais vous expliquer rapidement. Euh, que vous fassiez 1m70 ou 1m85, euh, c'est pas déterminant pour déterminer un certain potentiel ou des certaines facilités sur certains exercices. De base, on va dire, voilà, si t'es grand, tu vas avoir du mal à faire les cuisses, tu vas avoir du mal, etc. Si t'es petit, ouais, tu vas avoir des facilités au développé couché, etc. Et en fait, comme on l'a bien très justement mis dans la méthode Superphysique, c'est que en fait,
c'est une histoire de proportion. C'est-à-dire qu'on peut être grand et avoir des bras et des jambes courtes en proportion. On peut être petit et avoir des bras longs et des jambes longues en proportion. C'est d'ailleurs l'exemple même des meilleurs au soulevé de terre qui font des performances incroyables. Moi, je me souviens de Lucien Defaria qui avait genre les bras jusqu'aux genoux. On avait aussi l'épinoche. Je sais pas si tu te souviens, Fabrice, qui était sur les forums Smart Weight Training, avec qui on faisait des petites compétitions de temps en temps à Puteaux. Euh, donc c'était des petits longs, moi ce que j'appelle des araignées dans ma classification. Et donc c'était des gens qui étaient vraiment faits pour le soulevé de terre. Et à l'inverse, on aurait pu dire bah, ils sont petits, ils vont être faits pour le développé couché. Et en fait pas du tout, parce que justement ils étaient faits pour le soulevé de terre. Et donc avec leurs bras longs, leur petite cage thoracique, leur faible largeur d'épaule, etc. Bah, en fait au développé couché ils ramaient comme pas possible. Euh, alors voilà, c'est vraiment une sorte de proportion. Après, il est évident que si on est à classer dans les longs, voilà, c'est plus une catégorisation long, court qu'on va avoir, et épais, pas épais, large, pas large, etc. Il est évident que voilà, si on mesure 1m70 avec des bras longs, comparativement à quelqu'un qui fait 1m90 avec des bras longs, on va dire à la même proportion, bah effectivement, quand on fait 1m70, ça nécessite de prendre moins de masse musculaire pour prendre 1 cm de tour de bras. Euh, et c'est vrai que je peux parler en connaissance de cause parce que je me souviens que ça me rappelle cette anecdote-là. Quand j'avais 19 ans, donc c'est là où je suis redescendu un peu sur terre au niveau des mensurations et j'ai vu que ça allait être compliqué de continuer à prendre beaucoup de muscles. Et je me souviens qu'à l'époque, sur les forums, on marquait, bah voilà, quand t'as 42 de tours de bras, putain, c'est un sacré tour de bras, etc. Et ce qui est vrai, quand on fait 1m80 et qu'on n'a pas les bras spécialement longs, c'est déjà une sacrée mensuration. Donc tour de biceps contracté, vous savez, la fameuse pose double biceps. Et donc à 19 ans, bah, j'avais atteint 42 de tours de bras. Et en fait, finalement, j'avais regardé, bah voilà, de 16 ans à 19 ans, j'avais pris 1 centimètre de tour de bras par an. Donc ça me semblait assez faible. Maintenant, je serais content de prendre 1 centimètre de bras par an. Mais à l'époque, je disais putain. Et ça faisait pas spécialement des gros bras. Ça me rappelle que justement, Fabrice, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, me donnait 43 de tours de bras. Donc il a vraiment le compas dans l'œil. Moi, je tiens à dire, il voit vraiment que... À mon avis, lui, si on analyse son visage avec ses yeux, il doit avoir une faible vision. À mon avis, c'est prédestiné. Mais donc voilà, on peut être grand avec des longs segments ou avec des courts segments. Et c'est plus cette longueur de segment qui va déterminer des facilités ou des difficultés. Et ça n'a rien à voir avec le fait de dire voilà, plus on est petit, plus c'est facile, et plus on est grand, plus c'est difficile. En fait, c'est une histoire de levier. C'est une histoire de levier facile à comprendre qu'au développé couché. Si on a des avant-bras vachement courts ou des avant-bras méga longs, bah on va pas descendre la barre, on va pas avoir la même trajectoire, on va pas avoir la même amplitude. Et forcément, à charge égale, quelqu'un qui a des longs segments devra développer beaucoup plus de force, même si sur la barre il y a le même poids ou même moins, pour faire la même chose en fait. Et c'est pour ça qu'encore une fois, bah, les comparaisons entre individus sur des exercices justement qui sont des leviers, je pense notamment où les leviers sont vraiment impliqués, je pense notamment aux élévations latérales avec haltère, ça n'a rien à voir quand moi je fais une élévation latérale bras tendus avec quelqu'un qui aura les bras courts et puis qui ferait 1m70. On peut carrément dire que j'ai le bras peut-être 2 fois plus long si on mesurait, en exagérant, ça me paraît beaucoup quand même, mais voilà, j'ai le bras peut-être 1,5 fois plus long, et se dire, bah voilà, en fait, moi, à poids égal, je dois développer 1,5 fois de force en plus. Euh, donc c'est pour ça, il n'y a pas vraiment encore une fois, de généralité à faire, c'est vraiment de l'analyse au cas par cas, et en plus, là, dans ce cas-là, c'est pas très intéressant parce que ça détermine pas le potentiel, en fait. Ça détermine pas en tout cas le potentiel musculaire, ça va déterminer le potentiel sur les exercices, on va en revenir juste après, mais ça ne détermine pas vraiment le potentiel musculaire. On peut très bien avoir des mauvais segments et avoir des facilités pour un muscle parce que celui-ci est long et puis bouffe un peu les agonistes, donc les autres muscles qui vont travailler sur les mêmes mouvements, etc. Si on prend Fabrice par exemple, Fabrice a les jambes plutôt courtes en proportion de son buste et a les bras longs, ce qu'on appelle un gorille. Et un bon exemple, par exemple, c'est Arnold Schwarzenegger. Donc lui, il est assez grand, je sais plus, je crois qu'il dépasse 1m90, mais il a plutôt des segments courts. Voilà. Ouais, bah on voit, et puis de toute façon, il avait j'ai pas fait son analyse en détail, hein, donc je vais pas dire de conneries, mais il avait surtout une cage thoracique tellement monstrueuse, parce que pour moi, il avait quand même des bras assez longs, mais comme ça, de tête. Et mais la cage thoracique tellement longue que ça compensait en fait sa longueur de bras, et qu'en fait, il descendait pas tant que ça. Mais à l'époque, en tout cas, la cage thoracique était beaucoup plus travaillée, surtout dans les jeunes années, là où elle peut vraiment se développer, quand les cartilages sont encore un peu mous, qu'on peut tirer sur les côtes, entre guillemets. Donc à cette époque-là, ça se développait beaucoup, et puis maintenant, il y a beaucoup moins de travail de ce côté-là. Je vois, là, j'ai vu dernièrement, il y avait une compétition de culturistes, j'ai regardé un peu de loin, et j'ai vu que putain, plus personne faisait vraiment la pose biceps cage, quoi. Maintenant, c'est plus la pose biceps pectoraux. Alors qu'avant, c'était vraiment biceps cage, les mecs gonflaient, et moi, quand je fais cette pose-là, bah,
j'ai tendance à gonfler la cage. J'ai abusé du pullover, des écartés, tout quand j'étais plus jeune. Vraiment, j'ai tiré. Et c'est vrai qu'il y a plus cette pause-là. C'est dommage, hein, parce que c'était vraiment pour moi une pause où on avait la classe, quoi. Vraiment. Mais bon, voilà, ça Ouais, je suis n'existe sûr que plus. ton pullover et tes écartés, c'est grâce à Jean Texier que t'en as autant fait quand t'étais adolescent. Ouais, je sais pas, mais moi je me souviens au début. Donc je faisais avec mon père et il me disait ouais, fais du pullover. Donc tu vois, on faisait du pullover en fait. C'était basique, pullover. On en faisait plein quoi. Donc et puis en plus comme j'étais plutôt fait pour les pecs, donc moi je faisais le pullover et puis j'avais les pecs qui gonflaient en plus du développé couché. Donc en fait ça marchait bien quoi. Je sentais. Et puis pullover c'est un truc que je fais toujours en fait. J'en fais à chaque séance même maintenant. Donc j'en fais pas en tant qu'exercice principal, mais j'en fais à l'échauffement. Je fais déjà des séries à l'échauffement pour me délier. Je fais beaucoup d'exercices en fait d'ouverture de cage thoracique. Euh, je sens que ça me fait du bien. J'ai besoin d'être ouvert pour pouvoir vraiment bien faire mes séances et exploiter, essayer de battre mes records. Pour rebondir sur le petit coup de gueule de tout à l'heure, rassurez-vous, je vais tous vous bouffer. Donc ça, voilà, c'est les trois principaux mythes de la génétique en musculation. Et maintenant, on va parler, parce qu'il faut des solutions, c'est bien de se plaindre, etc., de dénoncer, mais ce qui détermine vraiment le potentiel génétique en musculation. On va y revenir succinctement sur les premiers parce qu'on en a déjà longuement parlé. Donc le premier vrai potentiel, c'est évidemment la longueur de chacun de vos muscles. Et là, on se rend compte qu'il y a de grosses disparités entre les différents individus, parfois même entre les deux côtés. On peut avoir un biceps plus long que l'autre, ce qui explique notamment des asymétries qui sont normales. Personne n'a les muscles de la même longueur de chaque côté. Et on s'aperçoit également que en fonction de chaque muscle, il y a une longueur différente. On peut avoir, je sais pas, les quadriceps longs et les ischios courts. On peut avoir le biceps long, les triceps courts, ou l'inverse, ou on peut avoir les deux longs. En fait, c'est très très rare que tout le monde ait les muscles longs. Il y a quelques exceptions, notamment dans l'article, je cite Michael Gundil qui écrit de nombreux livres très qualitatifs sur la musculation, qui a pratiquement tous les muscles longs, sauf trois qui sont toujours ses points faibles, comme l'arrière d'épaule, l'infraépineux, je sais plus ce que j'ai noté, parce que j'ai refait son analyse quand j'ai fait, et le long supinateur. Voilà, trois muscles qui sont un peu courts chez lui, voilà, qui sont véritablement ses points faibles, alors que tous les autres sont longs, et à l'inverse, il y a des gens qui vont avoir plus de muscles courts et moins de muscles longs, et qui vont avoir plus de mal. Mais on voit que, même si j'ai pu déterminer quelques relations au fur et à mesure en analysant les gens au fur et à mesure des années, il y a quand même toujours cette nécessité à partir d'un certain niveau de faire son analyse morpho-anatomique pour bien voir comment on est et vraiment personnaliser son entraînement parce que les muscles courts ne doivent surtout pas être entraînés comme les muscles longs. C'est un travail qui est vraiment différent à faire si on veut éviter de se blesser. Alors que quand tout est long, en fait, la blessure, en tout cas, sans parler des leviers osseux dont on va reparler juste après, euh, est quand même difficile à se faire et on progresse normalement bien plus rapidement. Dans l'article qu'on mettra en lien, on met pas mal d'exemples de muscles longs, de muscles courts, avec notamment, là j'ai la photo sous les yeux, les cuisses de Fabrice, qui a le vaste externe du quadriceps un peu court, et donc quand ça se développe, on peut prédire avec un vaste externe court comment le muscle va se développer. Euh, et c'est important, donc pareil, ça c'est un mythe qu'on entend souvent en musculation, c'est le fait que on peut modifier sa longueur musculaire. Euh, En fait, ce qu'il faut bien comprendre, parce que souvent on fait c'est comme la raideur musculaire, on utilise le mauvais terme en fait. Euh, Par rapport à la souplesse, c'est pas à opposer à la souplesse la raideur musculaire, mais c'est un autre sujet. Euh, on peut pas modifier la longueur du muscle dans le sens où on peut pas déplacer une insertion. C'est pas parce qu'on va faire des écartés couchés, par exemple, en descendant à fond, qu'on va avoir les pectoraux plus longs, qui vont aller plus loin sur le bras. C'est pas parce qu'on va étirer à fond ses biceps qu'on va faire descendre son biceps sur l'avant-bras. En fait, les insertions, c'est comme ça, et on peut pas y faire grand-chose. Et je vais même dire que si on cherche à surétirer ses muscles, c'est la notion de surétirement qui est vraiment importante à avoir en tête, dont on parle dans l'article sur les courbatures, les mauvaises courbatures en musculation, dont on a déjà parlé et que vous pouvez trouver sur mon site rudicoya.com pour ceux que ça intéresse. En fait, on va surtout donc avoir des mauvaises courbatures et à terme, on va se déchirer. C'est d'ailleurs comme ça que de nombreux culturistes professionnels, sans tenir compte de la longueur de leurs muscles, finissent par se déchirer du jour au lendemain de manière foudroyante. Alors il y a les produits dopants qui endorment un petit peu les douleurs, mais qui se déchirent d'un coup parce que justement ils n'ont pas du tout adapté leur amplitude de travail et leur choix d'exercice à la longueur de leurs muscles. Oui, donc je voudrais bien insister sur ce truc-là, c'est vraiment le facteur numéro un, la longueur des muscles, et même sans faire son analyse morphologique, en général, tous les muscles qu'on a en point fort, généralement, c'est les muscles qu'on a longs.
C'est aussi, si vous voyez des gens qui font pas de muscu, mais qui font juste, je dis au hasard, par exemple du judo ou des sports un petit peu athlétiques, et qui arrivent à être musclés, souvent c'est parce qu'ils ont des muscles longs. Un muscle long, en général, ça réagit très bien à l'entraînement. Et vous voyez des gens qui ont des triceps très longs, il suffit qu'ils fassent un peu de développé couché, puis paf, ils vont choper des gros triceps. Alors que d'autres qui ont des triceps courts, eh ben, ils vont devoir les entraîner beaucoup pour en avoir un tout petit peu, simplement parce que l'essentiel du bras, c'est du vide, c'est du tendon, donc du coup, ça n'a pas le même rendu musculaire. Et donc, un temps, on pensait que la longueur osseuse, euh, enfin, la largeur osseuse était liée à la longueur musculaire, et donc, on a vu que ça n'était pas du tout lié. Et, euh, et voilà ce que je voulais dire. Ah oui, et effectivement, comme Rudy l'a expliqué, des fois quand on a le muscle court, ça, ça donne un pic. Donc c'est le cas au niveau du vaste externe du quadriceps. S'il est court, ça donne un vaste externe qui paraît bien large de face. Quand on a le biceps court en pose de double biceps, ça a tendance à faire un pic. Et d'ailleurs, on a un très bon exemple avec Arnold Schwarzenegger. Il a les biceps qui sont légèrement différents. Et je crois qu'il a le gauche qui fait plutôt un pic, alors que le droit est plutôt, je sais pas comment dire, assez long, ou c'est l'inverse, mais bon, vous verrez que même lui, il n'a pas une symétrie parfaite, hein. Donc c'est un bon exemple, vu que c'est considéré comme un des meilleurs culturistes de tous les temps, et même lui a pas une bonne symétrie, entre guillemets, au niveau des biceps, donc comme quoi tout est possible. Le fait que les écarter, on peut avoir l'impression que ça élargit les pectoraux. En général, c'est simplement que du coup, parce que ça améliore la posture, en fait, c'est un étirement, ça devient un étirement actif, et ça favorise le placement des épaules en arrière, parce que du coup le pectoral est moins raide, donc du coup l'épaule a plus facile à rester en arrière, et donc du coup ça peut donner l'illusion qu'on a élargi le muscle, alors qu'en fait c'est pas le cas, c'est juste une histoire posturale. De la même façon, à un moment donné, on pensait que travailler le curl pupitre, ça améliorait, enfin ça créait ou ça améliorait du bas du biceps, alors qu'en fait c'est simplement que ça travaillait le brachial antérieur, le muscle qui est sous le biceps, et du coup ça donnait l'illusion d'avoir agrandi son biceps, alors que c'était pas le cas, comme l'a dit Rudy. Oh, on a une photo très représentative de ça dans le tome 1 du guide pratique de bodybuilding, encore de Jean Texier, où il montre le biceps de Frank Zane après que celui-ci se soit acharné pendant 1 an sur le curl pupitre. Et à l'époque, bah voilà, il avait moins de connaissances en anatomie, car il était moins à fond. Et Texier justement disait, vous voyez, il a amélioré le bas de son biceps, il a allongé son biceps, alors qu'en fait, bah voilà, il avait développé son brachial antérieur en faisant un exercice avec le bras en avant du corps, ce qui permet de désactiver un peu le biceps et donc de mieux travailler le brachial antérieur et le long supinateur en fonction de la prise adoptée, si on est en supination, en prise neutre ou en prise inversée. Ouais, Mais effectivement, oui. vas-y Oui, dans le Fabrice. même genre, il y a aussi qu'on dit que les extensions de jambes à la machine, là, le leg extension travaille la définition de la cuisse, alors qu'en fait, effectivement, ce qui se passe, c'est quand tu fais des extensions de jambes avec le buste penché en arrière, tu sollicites mieux comment il s'appelle, droit antérieur. Le droit Droit antérieur, donc antérieur. c'est le muscle, enfin c'est le muscle ou le chef, ça dépend comment on considère le quadriceps, qui est au milieu de la cuisse. Et du coup, on a l'impression qu'on a la cuisse qui est plus définie parce que c'est un muscle qui travaille moins au squat ou au hack squat ou à la presse. Mais c'est pas que les extensions de jambes créent de la définition, ça n'a pas de sens. C'est juste qu'en fait, il congestionne ou il travaille un muscle qui n'a pas l'habitude de travailler. Tout à fait. Je confirme ce que tu dis. Euh, donc ouais, la longueur musculaire, voilà, c'est des choses et ça permet d'expliquer, comme dit Fabrice, beaucoup de choses, notamment voilà l'histoire du leg extension. Ça permet voilà de pas dire trop de conneries malgré nous. Mais pendant longtemps, J'ai un autre exemple. J'ai un autre exemple, Rudy, avec Tom Platz. Donc tu sais, Tom Platz, il a toujours des cuisses absolument monstrueuses, même par rapport aux culturistes actuels. Et en fait, donc je regardais une de ses photos récemment. Vous pouvez chercher sur internet, vous tapez Tom Platz leg pour cuisse en anglais. Vous verrez des tas de photos. Donc il y en a qui sont morphées, hein, donc faut essayer de tomber sur les photos originales. Et vous verrez qu'il a vraiment des cuisses énormes. Et en fait, j'ai remarqué que c'était pas tant son quadriceps qui était si bon que ça. Il est bon, hein, mais c'est pas tant ça. C'est qu'il a des adducteurs absolument monstrueux, j'ai l'impression. Et c'est ça qui donne une largeur énorme des cuisses de face. Et la même chose, il a les ischio-jambiers extrêmement longs. Et donc, du coup, ça contribue aussi à l'épaisseur de la cuisse, cette fois-ci de dos. Mais en fait, pour les cuisses, souvent, on oublie le grand adducteur. Mais quand tu as un grand adducteur qui est assez long, tout de suite, ça te donne une cuisse massive, en fait. Alors que quand tu la cours, ça fait beaucoup moins de largeur de cuisse. Mais voilà, c'est juste une histoire de longueur musculaire. Mais bon, j'en parle parce que souvent on parle pas des cuisses. Alors là, je dis, bah voilà, on parle des cuisses.
Et ben alors, je renchéris là-dessus. Je sais pas si Eric m'écoute, c'est un copain à la salle à qui je m'entraîne. Il a repris les cuisses depuis pas la semaine dernière, en prévision du concours de squat avant, justement du club super physique qui aura lieu donc du 14 au 26 janvier, mais j'y reviendrai plus tard. Et donc je vais faire du squat avant, etc. en prenant un peu large. Et il a tellement eu mal aux adducteurs, il avait trop du mal à marcher quoi. Il avait les adducteurs, parce que les adducteurs c'est horrible quand on a des courbatures aux adducteurs. C'est franchement pour moi le pire en courbature. C'est pire que les fessiers, c'est pire que tout. C'est horrible. Et même moi la semaine dernière, bah voilà, je faisais des tests. J'ai un peu de soulevé de terre sumo léger. Et j'avais plus l'habitude de faire des exercices avec les jambes aussi espacées. Et ça m'a fait des courbatures mais horribles aux adducteurs. Et ça c'est le pire quoi. C'est vraiment je sais pas si t'as souvent des courbatures aux adducteurs Fabrice, mais moi j'en ai souvent et c'est horrible. C'est vraiment le pire quoi. Ah ouais, non, bah pas trop. Mais d'ailleurs, aux fentes, le grand adducteur travaille aussi. Alors c'est peut-être pour ça finalement, comme je fais des fentes souvent, peut-être que je le travaille entre guillemets malgré moi, sans trop abuser du squat sumo. Je ne sais pas. T'en fais des fentes, toi, Rudy? Ouais, j'en fais. Bah, ma séance cuisse est assez importante, mais j'en fais. Mais j'avoue que je force pas trop aux fentes. C'est pas un exercice que j'apprécie particulièrement. Je fais plus pour justement, comme on disait tout à l'heure, quand tu réponds à la question d'un internaute, c'est plus pour m'étirer. C'est plus du renforcement musculaire que plus du travail destiné à me faire progresser. Ouais, bah je comprends. Bah c'est que toi, t'es déjà très fort, donc c'est pas un exercice où t'es trop fort pour l'exercice entre Non, guillemets. non, mais en fait, je suis déjà mort. En fait, quand j'arrive aux fentes, j'ai fait du squat avant. Et là, en ce moment, je force comme un malade. Je me mets dedans, etc. Et j'ai mon petit rituel justement du vietnamien tous les mercredis soirs avant. Je mets en place le maximum de rituels pour réussir. Demain, j'ai encore un record à battre. Euh, mais donc, excusez, ouais. Donc après le front squat, en fait, je suis tellement dedans, je m'énerve tellement qu'en fait après, voilà, faut que je prenne 10 minutes pour faire un deuxième exercice important. Et après, c'est plus du renforcement, de l'étirement actif. Mhm. Mais c'est ça, hein, de toute façon, quand on voyait, on a fait le podcast musculation et dopage. Je sais plus si il y a 2 semaines. Euh, Quand t'es naturel et qu'à un moment tu forces vraiment, tu peux pas faire 15 000 exos de toute façon. Hein. Tu peux pas faire 8 exercices dans ta séance pour les cuisses. Ça, une fois que t'as forcé pour de vrai, ouais, tu vas pas forcer sur 20 séries quoi. Hein. Tu vas forcer ouais sur 4, 5, 6 séries et après bah c'est fini. Après, ou alors c'est que tu forces pas ou que tu forces un peu moins ou que t'es en début de cycle de progression et là voilà c'est possible. Mais sinon, donc voilà les fentes pour moi c'est plus de l'amusement si on peut dire que les fentes amusent quelqu'un. Mais donc voilà, peut-être que comme tu vas pas à fond aux fentes, peut-être que tu n'as pas travaillé suffisamment ton grand adducteur avec les fentes, alors du coup tu l'as senti quand tu es passé au soulevé de terre sumo. Peut-être une Oui, explication, c'est bien je ne sais possible, mais pas. après, c'est que ça étire aussi beaucoup le saut de terre sumo. Essaye, Fabrice, qu'on en rigole la semaine prochaine. Soulevé de terre, je sais plus ça du coup. Bon, deuxième vrai potentiel génétique, on va dire, en musculation, c'est la longueur des os. On en a parlé un petit peu avant, et ça, c'est facile à comprendre que la longueur des segments va déterminer des facilités ou des difficultés sur certains exercices, et donc en même temps des facilités ou difficultés à développer certains muscles. Si on a la bonne longueur musculaire et les bons leviers, par exemple, on a les pecs très longs et qu'en plus on a les avant-bras, c'est-à-dire les bras de manière générale assez courts, bah, quand on va faire des développés, on va tout prendre dans les pecs, il n'y aura pas de surétirement, ça va être nickel. Qu'on ait de la cage ou qu'on n'ait pas de la cage. À l'inverse, si on a les bras longs, qu'on est plat mais qu'on a les pecs longs, bah le développé couché, en descendant jusqu'aux pectoraux, sans adapter l'amplitude ou sans faire d'autres exercices comme le développé décliné, bah ça va être un exercice un peu dangereux et on va avoir du mal à exceller. En règle générale, mon expérience m'a montré que on avait souvent des longueurs osseuses des différents os du corps qui importent, en tout cas pour faire son analyse morphologique et déterminer ses forces et faiblesses, qui étaient en rapport avec ses longueurs musculaires. C'est rare d'avoir des comment un os long et un muscle court. Ça arrive, mais c'est quand même très rare. Je prends l'exemple du bras. Si vous avez l'humérus assez long, c'est rare d'avoir le biceps court. Ça existe, malheureusement, et dans ce cas-là, bah, ça va être une sacrée merde. Mais ça va être compliqué, surtout si vous n'avez pas l'antécédent sportif avant. Mais en règle générale, ça se suit quand même. Et c'est ça qui va déterminer, et on le voit notamment en force athlétique et en powerlifting, compétition où on fait des maxi au développé couché, au squat et au soulevé de terre. On voit bien que ceux qui ont les meilleurs leviers, même indépendamment des muscles, bah, sont ceux qui font les meilleures démonstrations. Je dis démonstrations, c'est-à-dire qui soulèvent le plus lourd, même s'ils peuvent développer bah, donc moins de force que quelqu'un qui aurait des leviers bien plus longs. Euh,
dans l'article qu'on a mis, et que je revois là sous les yeux, on parlait également de la relation qui existe, parce qu'il y a des relations notamment entre les os qui sont importantes, que j'ai pu déterminer également donc avec la méthode Superphysique, que vous pouvez retrouver, donc c'est analyse morphologique, j'en reparle en photo et en vidéo dans le tome 1 et 2. Il y a une relation qui est assez courante, c'est la relation entre la longueur de clavicule et l'épaisseur de la cage thoracique, même s'il est possible, bon, comme je l'ai dit, d'influer sur l'épaisseur de la cage thoracique quand on est jeune. Mais en général, ce que j'ai remarqué, c'est que soit on avait les clavicules longues, soit on avait de la cage. Avoir les deux, c'est très rare. Il y en a. J'étais encore une fois Michael Gundil qui a les deux. Moi, personnellement, à la base, je suis plutôt étroit de clavicule, mais j'ai réussi à avoir des très très grosses épaules, donc ça compense. Mais j'étais plus fait pour l'épaisseur, à l'inverse de Fabrice, qui lui, justement, a pas de cage thoracique, mais est plutôt large de clavicule. Euh, donc, Fabrice, si on est large de clavicule, est-ce que ça détermine un certain taux de testostérone ou pas du tout? Je pense pas. Mais donc, on peut compléter, quand on est large de clavicule, en général, ça veut dire qu'on va avoir des difficultés à prendre du pec, souvent. Et oui, voilà, je me suis un peu perdu dans ce que je voulais dire, donc je te rends la parole, Rudy. Ouais, ben, en général, quand on a des clavicules larges, en général, ça va avec le fait d'avoir un grand dorsal long. En général, il va aller plus loin, comme la clavicule est plus longue et qui s'attache sur le bras, ça fait un grand dorsal plus large, qui s'insère de manière un peu oblique et non pas rectiligne, ce qui est le cas quand on n'est pas fait pour le dos. Ça fait des deltoïdes normalement plus longs, vu que les deltoïdes sont attachés en partie sur la clavicule, du moins certaines portions. Et ben donc après, si on a le bras long, normalement ça descend également bien sur le bras. Donc ça fait Mais par contre, en général, comme on a des deltoïdes longs, ça fait antagonisme avec les pectoraux qui peuvent être longs malgré tout d'un point de vue relatif, mais comme c'est une compétition sur les exercices polyarticulaires de recrutement, en général les épaules vont prendre l'ascendant sur les pectoraux, surtout si on n'a pas trop de cage thoracique. Et donc on voit que le coude, on a mis une bonne photo justement dans l'article, que le coude développé couché descend vraiment très très bas, vraiment sous l'horizontale. Et là, en général, quand on en est rendu à ça, c'est qu'on va trop se surétirer et au fur et à mesure qu'on va progresser sur les charges, si on y arrive, parce que c'est pas dit non plus, on va fortement accentuer ces risques de blessures et non pas avoir des pectoraux de plus en plus gros. Et donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est les meilleurs exercices pour soi en fonction de sa morphoanatomie, qui sont là par exemple pour ce cas-là, de faire plus du développé décliné, du développé couché avec haltère, voire du développé sur machine, si la machine est bien adaptée à vous et qu'elle ne force pas une trajectoire, on en a déjà parlé dans des précédents podcasts. Mais surtout pas essayer de faire comme tout le monde, parce que le développé couché c'est l'exercice indispensable, tout le monde doit le faire, etc. Nanana, ce qui n'est pas du tout le cas, bien évidemment. Aucun exercice n'est indispensable, et si on veut durer, il faut progressivement faire les choses qui nous font du bien et éviter ce qui nous fait pas du bien. C'est du bon sens, et pourtant c'est rarement appliqué, mais c'est important. Si un exercice vous fait mal, ne le faites pas. Tout simplement. Si un exercice ne vous fait pas mal et qu'en plus vous êtes bien dessus, continuez. Aussi simple que ça. Ça y est, j'ai retrouvé Vas-y. ce que je voulais dire. Je voulais dire que quand on avait des grandes, quand on a des grandes clavicules, également en général, on a un grand trapèze supérieur. Enfin, le faisceau supérieur du trapèze, du coup, il est assez long. Et je pense que c'est mon cas. Et du coup, quand je fais juste des fentes avec haltères, donc juste le fait de tenir les haltères, quand je fais des élévations latérales, j'ai le trapèze supérieur qui congestionne vraiment énormément. Et voilà, donc c'est simplement dû, je pense, à sa longueur. Et sinon, au niveau des longueurs osseuses, un inconvénient, par contre, un inconvénient décidément, quand on a les membres longs, en général, ça fait que des inconvénients, c'est que on a tendance à se blesser plus facilement au niveau de l'articulation. Et par exemple, plus vous avez l'avant-bras long, plus les exercices pour les triceps vont solliciter fortement l'articulation du coude. Plus vous avez le fémur long, plus votre genou va être sollicité si vous faites par exemple du squat complet ou de la presse à cuisse en grande amplitude ou du hack squat complet. Et également, si vous avez le fémur long et le buste long, ce coup-là, au squat, vous allez solliciter fortement le bas du dos. Donc en gros, quand on a des longueurs osseuses très longues, c'est plus facile de se blesser au niveau des grosses articulations. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter. Non mais c'est intéressant ce conseil de faire des fentes pour avoir des gros trapèzes. C'était juste pour expliquer que des fois, justement, le fait qu'une longueur musculaire favorable faisait qu'on prenait facilement, même avec des exercices inhabituels. Voilà. Non mais je te charrie, mais c'était drôle pour l'anecdote. Maintenant, on peut rebondir un peu là-dessus. C'est ce qu'on appelle la génétique des points forts et des points faibles. En fait, comme on l'a très bien dit, c'est que sur tous les exercices qu'on fait,
il y a toujours une compétition de recrutement entre les différents muscles qui fait qu'en général le plus long gagne en fonction de nos leviers, et que on pouvait classer justement deux types de muscles un peu différents. Il y a ce qu'on appelle les muscles biarticulaires sur lesquels donc ils sont attachés, qui vont avoir deux fonctions, qui enjambent deux articulations. Je prends un exemple. C'est le cas par exemple, tout à l'heure on parlait du droit antérieur pour le quadriceps. C'est un muscle qui va être fléchisseur de hanche et extenseur du genou. À l'inverse, des vastes internes, vastes externes et du vaste intermédiaire, qui eux ne sont qu'extenseurs du genou. Donc il y a des muscles comme ça qui sont biarticulaires, qui vont avoir donc plusieurs fonctions et dont on peut moduler en quelque sorte le recrutement en bougeant nos segments. Par exemple, tout à l'heure on parlait du leg extension. Si on fait le leg extension en allongeant le buste, donc ce qui n'est pas possible dans la plupart des salles, demandez pourquoi les mecs font des leg extensions comme ça à la con, en étant complètement assis. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, si vous pouvez faire du leg extension allongé, forcément, vous allez mieux recruter le droit antérieur au détriment des vastes. Donc ça peut être un exercice qui est vachement intéressant pour justement avoir plus de définition au niveau des quadriceps. À l'inverse, des muscles mono-articulaires, eux, en fait, on peut pas vraiment jouer dessus, sauf en fait en activant plus ces muscles biarticulaires. C'est pourquoi il y a on a une sorte de pouvoir là-dessus. Mais il n'y a pas beaucoup de muscles. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de muscles en fait biarticulaires et que finalement, on se retrouve toujours avec ce concept un peu de compétition qui fait que, comme on est toujours dans ce truc-là, il y a des muscles en fait sur lesquels ça sert à rien de s'acharner quand on peut pas en fait mettre l'accent sur un muscle facilement par une petite modification ou un autre choix d'exercice, etc. Notre expérience nous amène à penser et nous a démontré malheureusement que on pouvait pas vraiment rattraper ces points faibles et que ça allait être beaucoup de travail pour très très peu de résultats. Donc c'est en ce sens que c'est quand même quelque chose qu'on arrive rapidement, encore une fois, en s'analysant ou avec le temps, en voyant que ça se développe pas, et on voit là l'importance de développer ses connaissances en anatomie, notamment des principaux muscles qui travaillent en musculation. Il y a d'ailleurs toute une série d'articles anatomie sur le site Superphysique. C'était les tout premiers articles de 2009 qui ont été écrits en juillet 2009. Pour rappel, ça fait longtemps que je les ai pas lus, mais qui peuvent vous aider justement à améliorer vos connaissances là-dessus et à peut-être essayer de mieux cibler certains muscles. Ce serait trop long de faire la liste parce que ça peut prendre des heures et des heures là-dessus. D'ailleurs, toutes mes formations qui sont disponibles à ce sujet, je m'en souvenais même plus. Mais voilà, il y a une génétique de base là-dessus et si c'est pas un muscle biarticulaire, ça va être beaucoup plus compliqué à rattraper. Fabrice? D'ailleurs, et redis tes articles, figure-toi que je les ai relus pour écrire mon livre, en fait, Oh, tes articles sur l'anatomie. quelle Pour honte! être sûr de pas écrire de bêtises, tu vois un peu. Pour l'anecdote, une blague là sur une blague si on peut dire, une blague de musculeux. Le droit antérieur, en fait, comme tu l'as dit, il est fléchisseur de la hanche, hein, c'est bien ça. Ouais. Et donc, c'est pour ça que du temps d'Arnold Schwarzenegger, en fait, les types faisaient beaucoup de sit-up. Et en fait, donc une flexion du buste normalement pour les abdominaux, mais en fait c'est pas un exercice qui est hyper utile pour les abdominaux, mais par contre ça travaille le psoas iliaque et justement le droit antérieur de la cuisse. Et donc comme ils en faisaient beaucoup, ça se trouve ils amélioraient leur définition entre guillemets de la cuisse en faisant des sit-ups. Oui, mais c'est sûr. Moi, j'en fais en ce moment des sit-ups avec les pieds calés, etc. Donc, j'en fais plus pour le kayak dans une optique de gainage. Enfin, bon, c'est un peu loin à expliquer. Et je vois que justement, putain, ça fait vachement le droit antérieur. Hein. Tu vois que ça prend un peu, quoi. Si t'as pas l'habitude de le travailler, comme je fais pas de leg extension parce que bon, le truc est mal foutu, comme je disais, en fait, je vois que ça prend. Par contre, ça raidit vachement aussi, donc faut faire attention à bien étirer ces muscles-là. Comme je disais tout à l'heure, qu'on est beaucoup de temps assis chaque jour, il faut vraiment compenser ces mauvaises habitudes. Et là, si vous êtes longtemps assis, il faut étirer le droit antérieur et le psoas iliaque au moins une fois par jour, si ce n'est plus, pour éviter de se bousiller le dos à terme. On voulait parler également de ce qu'on a appelé la génétique du métabolisme basal, dans le sens où notre métabolisme ne fonctionne pas tous à la même vitesse. On a eu un bon exemple d'ailleurs ce matin sur le forum Superphysique. C'est marrant, ça me fait penser. De quelqu'un qui dit voilà, il a des difficultés à sécher. Il dit voilà, j'ai 40 ans, j'aimerais sécher, etc. Mais quoi que je fasse, ça marche pas. Je suis la diète sur Superphysique pour sécher. Donc on a pas mal d'exemples sur le site de diète pour sécher. Donc il a mis le lien. Et dit, et puis avec ça, je grossis, j'ai déjà pris 10 cm de tour de taille. Bon, je vais dire que c'est un troll parce que attendre 10 cm de tour de taille en plus pour se réveiller, c'est quand même un peu gros. C'est quand même, je sais pas, et au bout de 2-3 cm, tu commences à dire, oh là là, c'est bizarre, je suis serré dans mon froc. Enfin bon. Et donc,
en fait, l'idée derrière, c'est que chaque individu va avoir, en fonction de divers paramètres qui sont l'âge, plus on vieillit, plus ça ralentit, moins on brûle facilement de calories, la quantité de muscles qu'on a, plus on a de muscles et plus on va brûler de calories par le même effort, ne serait-ce que rien que pour respirer, pour marcher, ou même pour réfléchir. Euh, Notre alimentation précédente, dans le sens où, comme on a mangé quand on était enfant, adolescent, si on était plus gros auparavant, etc. Et puis également, notre alimentation actuelle, il y a une grosse différence. Si on fait un seul repas par jour, si on fait de l'intermittent fasting, on fait 2 gros repas par jour comme un gros sagouin pour être à la mode, ou si on applique les conseils qu'on donne régulièrement, à savoir faire 3 principaux repas et puis des petites collations pour éviter de manger trop à chaque fois, d'avoir trop de charge glycémique. Euh, on a déjà fait un podcast sur l'intermittent fasting, donc n'hésitez pas à l'écouter on va pas y revenir à chaque fois dessus, sur toutes ces diètes miraculeuses, entre guillemets. Mais en fait, voilà, personne, en fait, ne peut suivre la même diète que son voisin, on arrive au même truc, et certaines personnes vont avoir besoin de manger 3000 calories, 3500 calories, alors qu'ils pèsent 75 kilos pour grossir. À l'inverse, certains, je cite souvent Nicolas Delporte, que j'avais interviewé en podcast aussi, qui lui avait été véritablement obèse auparavant, etc., et qui doit maintenant manger 1400 calories, et s'il mange plus, il grossit, et il fait 90 kilos. Et pour sécher, bah, il passe sous les 1000 calories. Alors pour certains, on pourrait dire, bah, c'est hyper dangereux, etc., nanana. Et effectivement, on pourrait dire ça, sauf qu'en fait, c'est encore une histoire de personnalisation et qu'on ne peut pas suivre une diète telle quelle. Et c'est pour ça qu'on le met en gros dans les articles sur le site. Ceci n'est qu'un exemple de programme d'entraînement, ceci n'est qu'un exemple d'alimentation à adapter à soi, parce qu'en fait, chacun va avoir besoin de plus ou moins de calories pour grossir, pour maigrir, pour se maintenir, et qu'il n'y a pas, encore une fois, d'universalité à ce sujet. Et pareil, ça me permet de dériver là-dessus, on stocke pas tous le gras au même endroit. Il y a l'hérédité, et puis après, il y a nos habitudes qui jouent également. Certains vont stocker un peu plus sur le ventre, ce qu'on appelle le fait de stocker de manière androïde, et d'autres plus sur les fessiers, le bas du corps, ce qu'on appelle, c'est plus les femmes en général, donc on dit c'est gynoïde, une répartition gynoïde, mais c'est des choses sur lesquelles on n'a pas trop d'incidence. Et en fait, le problème, c'est même, j'ai envie de dire, c'est qu'une fois que c'est là, une fois qu'on a stocké à cet endroit-là, vraiment localement, bah là c'est un peu foutu quoi. C'est comme tomber malade, vraiment avoir une grave maladie, se dire ah maintenant je vais manger des fruits et des légumes, je vais vraiment faire attention à ce que je mange. En fait, ça va aider à prolonger un peu la vie, mais c'est un peu trop tard en fait. C'était en amont qu'il fallait essayer de réduire les risques. Et une fois qu'on est devant le fait accompli, bah malheureusement, on a beaucoup moins de pouvoir pour agir dessus. C'est pour ça que quand on arrive Fabrice. à l'état skinny fat, bah, c'est encore plus compliqué à résoudre. Ouais, je vais juste compléter sur le métabolisme basal parce qu'on n'a pas trop rappelé ce que c'était. En gros, donc chaque jour, le corps a besoin d'un apport calorique pour fonctionner. Donc il y a ce qu'on appelle le métabolisme basal, c'est la dépense calorique au repos, et puis il y a ensuite la dépense liée à l'activité. Et donc cette dépense calorique au repos, comme l'a expliqué Rudy, elle varie en fonction de l'âge, de la musculature, de ce qu'on mange et tout ça. Et justement, on dit qu'il y a un facteur qui dit que plus on est en restriction calorique, plus le corps est capable de s'adapter et de réduire de lui-même son métabolisme basal. En gros, c'est comme s'il devenait de plus en plus efficace parce qu'il se sent, entre guillemets, menacé de ne pas avoir suffisamment comme apport et donc il se réduit. Alors, pour mon livre, en fait, j'avais essayé de trouver jusqu'à quel point ça pouvait aller, cette réduction, justement pour essayer d'expliquer pourquoi des gens comme Nicolas Delporte ou d'autres devaient vraiment réduire beaucoup leurs calories pour maigrir, parce que semble-t-il, ils ont un métabolisme basal qui est devenu très bas, mais j'ai pas réussi à trouver de chiffres. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que on a tous un métabolisme basal différent qui varie dans le temps et qui peut même varier en quelques semaines. De quelle proportion, je ne sais pas, en fonction de ce qu'on mange. Et c'est aussi pour ça que faire un travail cardiovasculaire peut aider des fois à faire un régime. En fait, pour les gens qui ont un métabolisme basal qui est naturellement très bas, qui ne peuvent pas tomber à 1400 calories par jour, parce que sinon ils n'auraient pas forcément le rapport nutritif, ou sinon ils seraient trop fatigués à la salle, et ben une stratégie, c'est d'avoir un apport calorique raisonnable, entre guillemets, par exemple je dis 1800, et du coup bah, de compléter par une activité cardiovasculaire qui va brûler des calories supplémentaires, mais sans trop fatiguer l'organisme. Donc ça peut être de la marche rapide, par exemple, ou du vélo d'appartement sans être essoufflé. Voilà, donc on a deux facteurs sur lesquels jouer, c'est une activité supplémentaire légère et une réduction de l'apport calorique.
Voilà. Et je pense que c'est ce métabolisme basal qui a contribué à faire ces mythes-là de l'endomorphe et de l'ectomorphe. Mais dans quelle proportion, je sais pas. Ouais, alors que les antécédents jouent énormément. Le fait d'avoir été vraiment, moi je le vois avec mes élèves, je vois chaque jour depuis des années, c'est que si t'as été beaucoup plus gros auparavant, et même par exemple tu faisais 10 kilos de plus, bah en fait comme les cellules graisseuses, une fois que tu les as, bah elles meurent pas vraiment, hein, elles sont un peu là, elles sont presque immortelles quoi, en quelque sorte, du moins de manière naturelle, hein, sans dopage. Bah en fait, dès que tu vas remanger ou faire un écart, etc., tu vas reprendre dedans. Et j'ai remarqué aussi que ça détériorait ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire que dès qu'on va manger un peu de glucides, en fait, on va avoir une réaction insulinique, c'est-à-dire on va avoir une hausse d'insuline disproportionnée par rapport au taux de sucre dans le sang, et ça va malheureusement, parce que l'insuline ça aide au stockage, euh, aussi bien ça aide bah, voilà, à prendre du muscle, mais ça aide également voilà, à prendre du gras, c'est anabolique dans le sens général du terme, et ben ça va directement aider dès qu'on mange des glucides, parce qu'on y est donc moins adapté à cause de ses antécédents à faire du gras plus facilement. Donc c'est pour ça que ce type de personnes en général, une alimentation qui se rapproche de la diète cétogène, je dis qui se rapproche, hein, mais c'est-à-dire en mangeant moins de glucides et peut-être un peu plus de lipides pour compenser, bah leur convient mieux pour être en forme, pour bien fonctionner, etc. Au détriment d'une diète classique et basique qui, on peut dire, est la norme pour la majorité des individus. Mais comme on est dans une société, on n'arrête pas de le répéter, qui est de plus en plus sédentaire, de plus en plus de confort, de moins en moins active, on va se diriger progressivement peut-être vers ce type de diète qui sera de plus en plus adapté, qui deviendra donc la norme pour Je la crois que majorité. Michael Gundil aussi dans son interview sur le site Superphysique, il dit qu'il mange très peu en fait parce que sinon il a tendance à prendre du gras facilement. Alors mais bon, je sais pas si. Ah, mais forcément, à un moment, il faisait 120 kilos. Attends, tu te souviens pas, à un moment, il faisait 120 kilos. Et moi, je me souviens de cette anecdote quand il achetait une pizza, quand il était aux US, il achetait une pizza et il rajoutait du fromage et il la remettait au four. Attends, c'est des, c'est des trucs. Non, mais tu sais, sur le coup, quand t'es jeune, ça te fait marrer, ça. Tu sais, c'est comme ton fromage fondu que tu faisais là au micro-ondes. Hein. Ça nous fait marrer, ces trucs-là. Mais quand tu prends une pizza, tu rajoutes du fromage, tu fous au four, et après tu remanges. Donc en fait, c'est une 18 fromage ton truc. Bah forcément, c'est marrant, mais tu vas le payer. Tu vas le payer un jour, c'est sûr. Et c'est ça qui fait qu'après, bah, tu peux plus rien manger. Tu vois, quand Nicolas Delporte dit qu'il peut manger que 1400 calories par jour, oh, et franchement, c'est limite mon repas du Mhm. matin, ça, 1400 calories, quoi. Non, mais c'est pour de vrai. Et moi, je pense qu'il vaut. Alors après, certains n'aiment pas manger. Moi, j'adore. Tiens, j'adore. J'aime bien avoir des grosses quantités, etc. Mais c'est parce que je le peux. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être frustré de pas pouvoir manger, mais ouais, tous les excès se payent. Hein. Ça, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et après, on peut pas revenir sur ces excès-là. Ils sont là et donc faut faire avec. Euh, Certains pourront dire voilà, la vie est injuste. C'est mes parents qui m'ont servi à table, peut-être. Mais c'est comme ça. Il faut faire avec. Donc voilà, il y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus, mais voilà, la vie est injuste et faut faire avec. Euh, je voulais parler maintenant de la génétique de la force. On connaît tous des gens, voilà, en dehors des considérations morpho-anatomiques, des personnes qui sont vraiment faites pour la force, on sent qu'elles ont du jus, etc. J'ai l'exemple que je donne souvent de Gilles, de la team Super Power, qui a l'Iron Gym à Villenoix, une salle de musculation vraiment super bien équipée. Si vous êtes en région parisienne, il faut vraiment aller y faire un tour. Et je me souviens, bah, quand on était plus jeune, on a fait nos premiers championnats de France ensemble de force athlétique. Et je me souviens, bah voilà, il était pas très lourd au départ, il était en moins de 67 kilos. Ouais, en moins de 67, donc il était léger, il fait 1m74, 1m75. Et je me souviens, au bout de 6 mois de muscu, il avait fait 177,5 au squat et 217 au soulevé de terre. Alors la technique était pas très académique, mais en fait, il avait un jus. Alors voilà, fanatiquement, il a toujours eu un très très gros fessier, très très long, des fémurs courts, etc. Mais il y avait d'autres facteurs euh, qui sont, j'ai envie de dire, facilement un peu déterminables pour la génétique. Par exemple, à l'école, moi j'aime bien donner cet exemple-là. En général, soit vous étiez classé parmi les gens rapides, soit parmi les gens endurants. Je sais pas quand vous faisiez de l'athlétisme. Moi personnellement, bah, j'étais toujours rapide. Quand on faisait des sprints, j'étais premier. Quoi. Il y avait pas de, ouais, peut-être deuxième, mais voilà, j'étais là. Et t'en as d'autres qui tenaient sur la distance, qui ils enchaînaient les tours, ils fatiguaient pas. Et moi, à l'inverse, bah, c'était pas du tout mon truc. Je sentais que ça m'ennuyait. En plus, c'était pas du tout mon caractère. Et en ce sens, la génétique pour la force, c'est en fait si vous étiez fait pour le sprint, vous étiez rapide, ben en fait, c'est-à-dire que votre influx nerveux va vite, ce qu'on appelle la vitesse de propagation, la fréquence des impulsions nerveuses, paf, ça va hyper vite. Que vous recrutez
beaucoup de fibres en même temps, même si à force de s'entraîner, on recrute de plus en plus de fibres. Il y a quand même des différences. On parlait du déficit de force dans le précédent podcast sur l'unilatéral et le bilatéral. Mais il y a quand même des grosses différences. Certains vont pouvoir recruter peut-être aller jusqu'à 60% de leurs fibres, d'autres jusqu'à 100%. Donc ça fait des grosses différences. Ça, c'est les deux facteurs. Et en fait, j'arrive même à le déterminer en fait par le caractère. On voit souvent des gens qui sont très vifs, très nerveux, etc. Merci Sheldon et ses morphotypes. Et d'autres qui sont plutôt mous, qui vont plus tenir les efforts longue durée. Ça se sent en fait. C'est comme un trait de caractère. On pourrait parler des fibres, du type de fibre, des fibres rapides, des fibres lentes, mais ça c'est influencé plus par la vitesse des influx nerveux, dans le sens où si la fréquence des impulsions motrices est rapide, une unité motrice qui contient des fibres rapides, va être sollicitée. C'est plus ça qui va déterminer le type de fibre. Et c'est ça qui fait que certains vont être forts, vont avoir du jus, et d'autres pas de jus. Et ça, c'est en dehors de toute considération également morpho-anatomique. On peut être vif et avoir les mauvais leviers des muscles courts, et d'autres pas. Alors en général, ce type d'individu qui n'a pas les bons leviers, les bons muscles, entre guillemets, et l'influx nerveux, c'est des gens qui vont se blesser facilement. Quelle que soit l'activité, dès qu'ils vont vouloir exploser, ils n'auront pas derrière la protection que sont les muscles pour tenir tout leur squelette, tout leurs os, et ils vont se blesser plus facilement. Alors c'est mieux d'avoir les deux. Justement, ça me permet de rebondir sur ce point-là, c'est que quelqu'un qui a la génétique de la force, c'est quelqu'un qui est très résistant à la blessure. Vraiment, c'est des gens qui vont combiner en fait tous ces facteurs, le système nerveux vraiment performant, les bons leviers, les bons muscles, qui font que ils vont résister à la blessure. Avoir un muscle long, par exemple, c'est réduire ses chances de se déchirer un muscle. Avoir un muscle court, si on fait pas d'adaptation, par exemple, je prends l'exemple du curl incliné, les biceps courts et que vous tendez le bras en bas, à partir de 20 kilos, même avant, vous allez sentir que ça vous fait pas du bien. À l'inverse, moi qui ai les biceps longs, je peux tendre le bras en bas à 30 kilos et pas, je sens que c'est pas non plus hyper bien, mais ça va. Je sens que ça va pas se déchirer. Mais c'est pour ça en fait, la génétique de la force, c'est une question d'influx nerveux. On avait tendance à dire que et c'est plus que jamais au goût du jour, je pense que la prise de force, c'est une adaptation nerveuse en fait. On en a déjà parlé de je sais pas si on a déjà fait un podcast sur la force, on pourrait peut-être le faire. Une petite idée si ça vous intéresse sur les facteurs de la force. On a déjà fait les facteurs de l'hypertrophie, mais on pourrait faire les facteurs de la force. On avait dit, je perds mes mots. Voilà, la force, c'était une adaptation nerveuse dans le sens où, en fait, plus on va répéter un geste, plus on va synchroniser ses muscles entre eux, plus on va synchroniser ses unités motrices. Si on fait du bon travail de force, plus on va, recruter de fibres en même temps. Moins il y aura de mouvements saccadés, plus on va être fluide, plus on va automatiser, ce qu'on appelle l'apprentissage moteur. Plus en fait, on va être nerveusement optimisé pour le geste. Et si en plus on a les bons leviers, les bons muscles, etc., on va être résistant à la blessure. La résistance à la blessure, c'est aussi une question d'alimentation. Si on mange comme un cochon, forcément, ça va pas aider. Mais si vous mangez correctement, en suivant nos conseils, c'est ce que j'espère, normalement, ça réduit quand même votre risque de blessure. Et donc, vous serez vraiment fait pour la force. On le voit en plus, ceux qui sont faits pour la force, en général, c'est des gens qui vont avoir des segments courts, comme je disais tout à l'heure, des muscles longs, qui vont être hyper nerveux, et qui vont être classés parmi les courts, quoi. En fait, c'est vraiment ça qui fait un champion de powerlifting. Et si vous regardez les meilleurs dans chaque catégorie au niveau mondial, je le cite, vous avez par exemple sur l'IPF, donc c'est la fédération internationale la plus reconnue. Vous allez voir que tout ce qu'on vous dit là, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment ça qui fait. Oui, alors il y a une truc, technique quoi. pour essayer de mesurer, entre guillemets, si on est nerveux ou non, ou alors si on a beaucoup de fibres rapides ou non. C'est assez difficile de savoir finalement si on est explosif parce qu'on a plein de fibres rapides ou si on est explosif parce qu'on est doué nerveusement ou si c'est le fait d'être doué nerveusement qui fait que ce sont nos fibres rapides qui se sont plus développées en proportion. Et donc par exemple, on dit que quand on fait 5 répétitions au développé couché puis qu'on les fait autour de 85% de son maxi, euh, grosso modo, ça veut dire qu'on est normal. Et par contre, s'il y a 5 répétitions, s'il y a 85% de son maxi au couché, on va faire plus une dizaine de répétitions. Là, ça veut dire qu'on est plutôt endurant ou alors avec plus de fibres lentes. Et à l'inverse, si
euh, Si on fait que 3 répétitions. Voilà, si on fait que 3 répétitions à 85% de son maxi, ça veut probablement dire qu'on est très explosif, fait pour la force et peut-être avec plus de fibres rapides à proportion. Après, moi, je suis pas hyper convaincu par ce test qui est souvent mis en avant, parce que déjà, par exemple, le développé couché, ça fait, il y a 3 muscles qui sont impliqués, donc pectoraux, épaules et triceps. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est les 3 muscles qui sont censés être explosifs ou peut-être juste le pec et un peu moins le triceps? Donc bon, c'est pas très clair. Et en plus de mon expérience, ça se travaille un petit peu. C'est-à-dire que celui qui est habitué à travailler en série de 10 et à pas faire de maxi, bah, il a tendance à avoir un écart plus faible entre son 10 RM et son 1 RM, alors que celui qui est habitué à travailler sur toutes les plages de répétition, il va avoir un écart différent. Donc je sais pas dans quelle mesure c'est pertinent ce test. Il y a d'autres tests aussi qui peuvent être faits, c'est au niveau de l'explosivité. Simplement, bah, si vous êtes bon au lancer de javelot, si vous êtes bon en saut en longueur, eh ben, il y a des chances que généralement vous soyez explosif au niveau de cuisse et explosif au niveau du haut du corps. Je sais pas, ce que t'en penses, Rudy, de ces tests-là? Ouais, bah moi j'aime pas trop le test là dont tu avais parlé parce qu'en fait, encore une fois, pour moi c'est des considérations. Je le remarque en fait, l'exemple flagrant pour moi, c'est chez les femmes qui ont forcément du mal à prendre des pectoraux. Et bah en fait, elles peuvent faire beaucoup de répétitions, style à 70-75% de leur maxi, mais vraiment vraiment beaucoup, parce que dès qu'elles ont passé ce passage un peu des pecs, elles ont les triceps et les épaules qui vont faire le boulot. Donc en fait, elles ont du mal à décoller en bas et après, ça part. Et donc forcément, bah pour elles, tu vas dire ah bah non, mais elles sont pas faites pour les développé couché, elles sont pas explosives, etc. Et donc forcément, bah, je les entraîne de manière différente d'un homme sur cet exercice-là, surtout l'exercice où il y a les pectoraux qui sont mis en jeu. Et donc en fait, il y a vraiment des considérations un peu morphoanatomiques. Et comme tu l'as dit, comme il y a plusieurs muscles qui sont dedans, c'est dur à dire quoi. Je pense que les tests que tu as dit, voilà, lancer de javelot, lancer de poids, sans longueur, sans élan, et trucs comme ça c'est beaucoup plus représentatif. En fait, moi je pense qu'il faut juste se souvenir de ce que tu faisais à l'école. Dans quoi t'étais bon, dans quoi t'étais pas bon. Tu vois, tu parlais des habitudes aussi. Et c'est vrai. En général, moi j'ai toujours été explosif, toujours été dans ce truc-là. Les efforts de longue durée, j'ai toujours eu du mal à les faire. Et donc forcément, je me suis toujours entraîné en série courte. Et dès que ça s'allonge, alors maintenant que je m'entraîne pour le club super physique, les tournois, etc., bah forcément je deviens meilleur que si je m'entraînais pas pour. Je résiste mieux à la brûlure, ça brûle moins vite, etc. À l'inverse de quelqu'un, tu vois, qui aurait fait que du long, qui était plutôt bon en long, qui n'arrivait pas à exploser, etc., qui aurait fait que du long, bah lui, il a encore accentué en fait cette tendance. Et forcément, s'il fait des séries courtes aujourd'hui, c'est plus dur. On sait, entre guillemets, la dernière fois que j'avais regardé en tout cas, qu'il était beaucoup plus facile de transformer des fibres rapides en fibres intermédiaires et lentes que l'inverse. C'était plus compliqué de transformer ces fibres lentes et intermédiaires en fibres rapides. Donc, ça pour dire qu'encore une fois, bah voilà, malheureusement, si pendant toute votre enfance vous avez fait des sports d'endurance, parce que vous étiez plutôt mollasson, vous avez déjà un peu moins de capacité entre guillemets parmi tous les facteurs qu'on vient de citer à développer vos muscles. À quel point, bah ça c'est difficile à dire parce que ça dépend aussi des autres facteurs. Mais on sait assez rapidement si on était explosif. Toi, Fabrice, par exemple, t'étais plutôt lent à l'école, j'imagine. Ouais, c'est ça. J'étais plus doué pour l'endurance, tout à fait. Ouais, tu vois, moi par exemple, moi et mon frère, moi j'étais plutôt rapide. Lui était rapide, mais il était plus fait. Tu vois, on avait un cross à l'école. Moi, le cross, j'ai dû attendre ma dernière année à l'école pour finir sur le podium, et encore, je finis cinquième. Et lui, chaque année, il y était, quoi. Chaque année, quand il était gamin, pop, 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 pop. Mais il était moins rapide en sprint. Alors que maintenant, bah, il est vachement nerveux. Mais à l'époque, c'est juste que peut-être qu'il s'entraînait pour ça et ça marchait bien, quoi. Car il faisait des activités, il faisait du foot à l'époque, donc il s'entraînait pour ça. Et moi, qui ai jamais fait trop de longue distance, même pour faire de l'athlétisme, moi, les crosses, j'avais horreur des crosses, par exemple. Et puis l'entraînement pour les crosses, c'était vraiment, enfin bon, c'était pas du tout mon truc. Alors que finalement, tout ce qui était sprint, j'adorais ça. Et donc, ça me permet de conclure sur un dernier point. Comme vous voyez, on a fait un podcast très très long, parce qu'on a beaucoup débordé avec l'introduction. Euh, donc, le dernier point que je voulais aborder, c'était la volonté. Euh, le fait, en fait, de vraiment vouloir quelque chose, de vraiment se battre pour, d'avoir une sorte, en fait, de revanche ou peut-être de rage en soi qui fait que euh, cette vie confortable là, dont on parlait, qu'on nous vend, etc., bah, en fait, ne nous convient pas. Et en fait, on va avoir une volonté peut-être même plus forte que la génétique, où on va tout faire pour l'avoir. Pendant des années sur les forums superphysiques, par exemple, moi je disais, quand j'étais gamin, je disais soit tu veux du muscle, soit tu n'en veux pas. Et en fait, ça résume assez bien les choses. C'est est-ce que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour atteindre vos objectifs? Et quel que soit le domaine, en fait, il y a un moment, avoir la meilleure génétique possible, ça se résume pas qu'au physique en fait. C'est aussi psychologiquement. Ça me rappelle un point dans le livre Le gène du sport. C'est vraiment un super livre. Bah, je vous conseille de le lire. Où dedans il expliquait que possiblement il y avait des différences en termes de volonté entre les individus, qu'on n'était pas tous égaux là-dessus.
Et bon, moi, ça m'ennuie un peu cette théorie-là, mais pourquoi pas. J'ai envie de croire que j'ai envie de croire, c'est un bien grand mot, mais T'as envie de croire que ton succès ne dépend que de ta volonté propre et que c'est parce que voilà, tu es plus volontaire que les autres que tu as un succès plus important voilà, que les autres. C'est ça, je oui. veux me lancer des fleurs. Donnez-moi des fleurs. Et donc j'aime pas trop ce truc-là, mais je pense que c'est pas uniquement génétique en tout cas, et il y a un bon moyen de travailler dessus. Après, bah, je viens de sortir un leadercast là au moment où on fait ce podcast-là, justement sur le facteur chance dont on parlait la semaine dernière ensemble en antenne. Donc il y a toujours un petit facteur chance malheureusement, mais voilà, il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. Par exemple, quand on est à table, se dire voilà, bah moi je mange ça, c'est ça qui est prévu. Aller à la salle, dire voilà, c'est la répétition qu'il faut, faudra forcer pour la faire, suivre son plan. Enfin bon, plein de choses qui font que il y a quand même la génétique ne suffit pas. Même si on est doué pour quelque chose, à un moment, si on n'a pas la volonté, on va arrêter, on va pas tenir. Je prends l'exemple de Kowok, encore une fois, Kowok, tu sais si tu nous écoutes, qui est super doué, qui a beaucoup de facteurs génétiques et qui manque un peu de volonté sur la durée. Voilà, qui va dire par exemple ah bah là je travaille, je suis fatigué le soir, j'ai pas envie de m'entraîner. Quand moi j'ai des élèves qui s'entraînent quand ils couchent leurs femmes et leurs enfants. Quand je répète, je dis un peu rapidement, quand ils couchent leurs enfants et que leur femme va dormir, et qui vont s'entraîner après dans leur garage à 23 heures, qui font leur séance pendant 1 heure et qui ensuite voilà vont manger et dormir. Donc là, pour moi, c'est vraiment une très très grosse preuve de volonté. Mais encore une fois, voilà, est-ce que c'est complètement inné? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même un gros travail derrière de motivation, de quelque chose qui parle, euh, quelque chose en fait à se prouver peut-être à soi-même. Mais ce sera un autre débat. Mais je pense que la volonté est hyper importante. En tout cas, sans volonté, on ne peut rien faire et on reste assis sur son canapé et on n'ose même plus se lever et on devient une tortue. Ouais, alors je vais juste commenter, mais je crois qu'on avait déjà fait un podcast sur la motivation. Moi, j'aime pas trop qu'on insiste trop sur la volonté parce qu'après, c'est un peu culpabilisant, je trouve, pour les gens, même si l'idée, c'est pas de les déresponsabiliser. Déjà, il faut voir aussi que des fois, il y a des adolescents qui vont se mettre à la muscu puis qui vont s'y mettre avec acharnement et on peut penser qu'ils ont la volonté pour, alors qu'en fait, ce qu'ils ont juste, c'est un complexe d'infériorité. Et en fait, c'est le complexe d'infériorité qui transforme en volonté pour devenir bon muscu. Donc des fois, tu vois, c'est parce que t'es mauvais et que tu es complexé, que ta volonté se déclenche et que tu te mets à t'entraîner à fond, entre guillemets, puis à progresser, alors que si ça se trouve, tu avais été naturellement plus équilibré, si tes copains de classe s'étaient pas moqués de toi parce que tu étais maigre, bah, ça se trouve, tu te serais jamais mis à la muscu, et donc tu n'aurais jamais démontré cette prétendue volonté que tu aurais utilisée pour être bon en muscu. Donc du coup, je préfère pas trop insister sur la volonté, moi, et plutôt me concentrer sur l'habitude, donc les bonnes habitudes. Et en fait, donc je sais plus, il y a des études plus ou moins scientifiques qui montrent qu'il faut, je sais plus, 90 jours pour créer une habitude ou quelque chose comme ça, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que plus on répète quelque chose, plus on a l'habitude de le faire, et ben plus c'est facile de le faire en fait. Et même quand on sera pas motivé pour faire la séance ou pour faire ces mobilisations articulaires, et ben le fait de l'avoir fait des tas de fois par le passé fera qu'on la fera cette fois-là. Et donc, par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est le brossage de dents. Hein. Normalement, tous les jours, tout le monde se brosse les dents parce qu'on est habitué à le faire depuis qu'on est petit. Et quand on le fait pas, on culpabilise. On se dit merde, je me suis pas brossé les dents, ça se trouve, j'ai chopé des caries, etc. Et là, c'est l'exemple type de la bonne habitude. Et en gros, la musculation, on peut commencer, on peut commencer pour s'améliorer. Et l'habitude peut être un facteur qui va faire qu'on va continuer des fois même quand on est moins motivé ou qu'on va réussir à se pousser pour des séances de cuisses qu'on n'a pas envie de faire. Et bien, l'habitude peut nous aider. Donc en fait, à voir si c'est une béquille par rapport à une volonté défaillante ou si c'est un complément de la volonté ou si c'est la volonté qui complète l'habitude. Mais toujours est-il que l'habitude, c'est un facteur très puissant pour s'entraîner en muscu ou dans n'importe quelle discipline. Non, mais t'as raison, parce que c'est pareil, moi qui m'étire, je fais mes mobilisations articulaires le matin en général après mon petit déj, et si je les fais pas, bah j'ai ce truc, ce manque en fait. Si je les fais pas, je dis putain, j'ai oublié quelque chose. Et en fait, hop, ça me rappelle et je l'ai fait, et ça va. En fait, ça lance ma journée. Et c'est vrai que si t'as mis une habitude en place et que tu le fais pas, en fait, tu culpabilises un peu, et en fait, tu vas le faire quoi. Tu vois, je pense par exemple à mon ergomètre du mercredi là, le kayak ergomètre qui est hyper dur, c'est ma séance la plus dure sur l'ergomètre, où je me dis putain, chaque semaine, je me dis putain, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur, plus dur encore que la séance cuisse, mais moins dur que le rameur. le rameur, le rameur, c'est le pire. D'ailleurs, on a fait une vidéo, allez, à partir encore, avec Butch, qui sortira d'ici une dizaine de jours. Bah, une semaine après l'écoute de ce podcast pour vous, si vous l'écoutez vendredi à sa sortie, où on me voit au rameur et on voit dans quel état je finis. Ah putain, je suis rincé. Enfin bon, t'as une appréhension et en fait tu te dis bah voilà, de toute façon faut y aller, c'est l'habitude. Tel jour c'est ça.
Et en fait, il n'y a pas de place au hasard pour ainsi dire. Mais voilà, c'est maintenant, c'est là, c'est parti. Et Voilà, c'est ça, Rudy. Mais tu vois, tu pourrais t'enorgueillir en disant, regardez, j'ai la volonté. Moi, je fais mon rameur donc j'ai oublié le jour que t'as dit. Je fais mes mobilisations tous les jours. Je suis plus volontaire que les autres. Alors qu'en fait, ça se trouve, il y a 25% de volonté et 75% de l'habitude. Tu vois. Et peut-être oui, qu'après, mais c'est la alors, volonté qui, au alors, début, fait l'habitude, mais on sait pas. Tu vois. voilà, ouais, parce que j'allais dire, au début c'est la volonté, et après, pour moi, c'est la volonté de devenir meilleur, euh, de vouloir progresser, qui me dit, voilà, tu dois faire ça, donc tu fais ça, point. Et après, il y a des jours où je vais prendre plus ou moins de plaisir à le faire ou pas, mais ouais, effectivement, je vois ce que tu veux dire. C'est pas, je mets la volonté comme un grand mot, alors qu'il y a plein de sous-tendances Voilà. derrière. Et moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est les cuisses. Donc, ça fait des années et des années que j'entraîne les cuisses, hein. Je les entraînais même quand j'avais 15 ans. En fait, il y a plein de gens qui entraînent jamais les cuisses. Moi, dès que j'ai commencé, quasiment, je les ai fait. Et sincèrement, je déteste l'entraînement de cuisses, quoi. Mais par contre, j'adore, j'adore quand c'est fini. J'adore quand c'est fini. Quand je termine une série. Et puis il y a aussi des fois, une fois que je suis rentré dans l'entraînement, bah, c'est comme ça, tu fais ta série, tu penses plus à rien, t'es hyper concentré, donc t'as un peu un état de flow, hein, pour ceux qui connaissent le mot. Et donc vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, faire les cuisses une fois par semaine, ça me convient pas en fait, parce que l'habitude est trop éloignée et je perds le mental. Et donc, il faut que je les fasse environ tous les 5 jours ou 2 fois par semaine. Et là, ça va en fait. Et donc, ça montre bien que c'est pas que de la volonté, qu'il y a bien une histoire. Tu vois, il y a une histoire d'habitude. Et les cuisses, voilà, moi, c'est tous les 5 jours ou 2 fois par semaine. Une fois par semaine, j'y arrive pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, des fois, ben, Bah, je sais pas parce que je te donne un exemple. Moi, donc, je fais les cuisses le jeudi, et en fait, à chaque fois, bah, j'ai une appréhension parce que là, je suis sur des gros. Enfin, j'ai toujours une appréhension quand je fais le squat avant, et donc quand je m'échauffe, putain, je me dis putain, la barre est lourde. Je mets ma barre à vide, je dis oh putain, ça va être dur aujourd'hui. Et à chaque fois, ça me fait ça. 50, je me dis putain, ça va être dur. 80, je dis oh là là, putain, je monte comme ça. Je mets 100, 120, je dis oh putain, ça va être hyper dur quoi. Et en fait, au fur et à mesure, je me conditionne. Et en fait, ça passe. Donc, et je me dis putain, c'est incroyable. Tu sais, je fais mon truc, je dis putain, en fait, je me suis mis dans un état second, dans le flow, en fait, et ça passe. Et j'ai envie de croire que là, c'est pas qu'une habitude, c'est peut-être ma volonté, en fait, parce que l'habitude me ferait juste faire quelques séries à 80 et me dire voilà, ça va. Sauf que là, que je suis devant ma barre, il faut que je le fasse, quoi. non, C'est comme un peut-être, défi, peut-être. en fait. Je sais pas comment expliquer le truc, mais enfin bon, à creuser, mais c'est vrai que la semaine dernière ça m'a fait ça, puis j'espère que demain ça me fera ça aussi. Sinon vous me retrouvez mort sous une barre de squat avant. Voilà. Et ben je vais en profiter donc pour conclure sur la génétique en musculation, et je pense que vous l'avez bien compris, en fait la génétique ça dépend pas que d'un seul facteur, c'est vraiment une multitude de facteurs qui font qu'on peut être doué ou pas être doué pour quelque chose, etc. C'est très rare de trouver quelqu'un qui a tous les facteurs réunis. Ça existe, mais c'est très très rare. C'est très très rare aussi de trouver quelqu'un qui n'a aucun des facteurs. J'en ai jamais vu non plus. Là, j'en ai vraiment jamais vu. On est toujours doué pour quelque chose, etc. Mais je pense que c'était important de voir la génétique, et notamment les mythes de la génétique, d'un autre œil, avec une vision un peu nouvelle, de remettre en cause certaines choses qui sont souvent admises et qui sont très très loin de la réalité, en tout cas pour nous en tant que pratiquants de musculation sans dopage. On espère, comme d'habitude, voilà, vous avoir aidé à y voir un peu plus clair sur le sujet. Comme a dit, comme j'ai cité, j'ai oublié son pseudo, il avait Trust to Skate, que j'ai lu le commentaire en début de podcast, que ça vous permet de redéfinir un peu votre vision et de vous redonner peut-être l'espoir de progresser si vous stagnez depuis longtemps et que vous nous découvrez donc avec ce podcast. On a fait très long, je crois que c'est notre plus long podcast. Ça compense celui qui était un peu court la semaine dernière sur un sujet où on était peu inspiré, et on s'était retenu de trop déborder pour faire un petit test sur la longueur. Dans tous les cas, comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est vraiment super important. À laisser des commentaires, à laisser des étoiles, des notes positives, à le partager sur les réseaux sociaux, à qui que ce soit que vous pensez que ça peut aider. Comme vous l'avez compris avec mon petit coup de gueule en début de podcast, on se bat vraiment pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer d'avancer ensemble. Donc, on a besoin de vous. C'est pas tout seul qu'on va changer les choses. C'est pas tout seul que les idées reçues vont disparaître. Mais je pense que si on fait un travail ensemble, c'est-à-dire que nous on fait le contenu et que vous le partagez en même temps et qu'on réfléchit ensemble, eh ben on arrivera à faire quelque chose de possiblement intéressant. Voilà. Fabrice, un dernier mot?
Je complète un truc. Ouais, je complète. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans d'autres podcasts, mais pour ceux qui n'ont pas écouté les autres, quand on se plaint de sa génétique, voilà, on a un pec plus grand que l'autre, plus petit, un biceps trop petit, etc. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui naissent handicapés, je le dis de manière non péjorative vis-à-vis d'eux, ou qui naissent en Syrie ou au Yémen et qui n'ont pas beaucoup de potentialité. Donc bah, nous, on est en France, on a la possibilité de faire de la muscu. Alors sincèrement, si on a le triceps un peu court ou un peu long, c'est pas très, très grave et soyons déjà heureux de pouvoir s'entraîner et de s'améliorer. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette possibilité puis qui aimeraient bien pouvoir Quoi? le faire. Tu dis que mon mollet trop petit est pas important? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toute ma vie, Fabrice. Tu viens de... Que vais-je devenir? En même temps, c'est facile de faire de l'ironie là-dessus quand on a un biceps long. Hein. Moi, je dis. Ah, ça y est, on va jalouser les autres. Parce qu'ils ont le biceps long. Ah, voilà. Quel monde, quel monde. Et que va-t-on devenir? Sur ce, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Salut.